sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous nous situons à Paris, dans le 15e arrondissement, avec un invité spécial, comme tous les invités, mais celui-là, il est très spécial. Nous sommes avec Papillon, Papyon. Tout à fait. Merci Bon, beaucoup pour l'invitation. comment vas-tu? Ça va, hein, tranquillement. On finit la période estivale, là, tranquillement. Et on est déjà en train de visionner la saison 2025-2026. Est-ce que les vacances, c'est une rupture ou c'est la continuité? Il n'y a pas de vacances. Ah, Il y a pas de Déjà, on commence par là. Il n'y a pas de vraies vacances. Ben, il n'y a pas de vraies vacances, pas parce que je ne veux pas, c'est parce que l'activité, la passion et la mission que je me suis donnée est nécessaire tout le temps, en vrai. d'accord. C'est-à-dire, pendant la période scolaire, bah, effectivement, on donne des cours de loisirs, on s'engage dans des trucs. Et pendant les vacances, bah, on a besoin aussi d'activités, d'énergie pour pouvoir accompagner la jeunesse. Donc, on s'accorde des moments de répit. Donc, j'ai dû prendre 2 semaines, un peu dispatché pour respirer un peu. Mais dans l'absolu, voilà, je peux aussi faire toute une année sans vacances parce que voilà, le service qu'on propose est omniprésent et omninécessaire tout le temps. D'accord. Alors, je vais commencer par le début pour les personnes qui te découvrent ou qui souhaitent te redécouvrir à travers le hip-hop. Est-ce que tu peux nous resituer le moment où tu as été, on va dire, confronté, où tu as fait face à la danse et au hip-hop? Tu étais où? Tu avais quel âge? À quel moment? Alors, je suis tombé dans la marmite de la danse hip-hop, parce que c'est quelques années après que je suis vraiment tombé dans la culture hip-hop, Mhm. en 1990, D'accord. à travers l'émission Rapline. J'avais déjà entendu un petit peu les choses dans le quartier, hein, par rapport à l'émission HIP, tout ça, mais je n'avais pas forcément rebondi à ce moment-là. C'est vraiment en 1990, génération hype, génération rapline, et c'est là que j'ai vu mes premières vidéos de danse hip-hop, MC Hammer, Kid and Play. Et c'est quoi Rap Line? Rapline, c'était une émission qui parlait du rap à l'époque, D'accord. et notamment de toute cette génération 90, NTM, IAM et tout ça, quoi. D'accord. C'était Olivier Cachin, je crois, Olivier Cachin, Ah, c'est ça. d'accord. qui était le Pour la présentateur. jeunesse. Hein. Ok, Voilà. ok. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite et que j'ai jamais lâché. Et tu t'entraînais où? Tu es originaire de quelle ville? Alors concrètement, je m'entraînais chez moi Ah oui. pendant 3 ans. C'était chez moi parce que j'ai découvert l'émission et j'avais pas le droit de sortir. Donc je kiffais les choses chez moi, vraiment chez moi, pas de professeur au caisse. Je viens du quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et ensuite, concrètement, j'ai découvert l'esprit de la culture et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le rap, le graphe, le DJing, le beatbox et la danse, ce que je connaissais déjà, à travers l'association Voix de la Nouvelle Rue, qui n'était pas forcément... ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en tout cas, c'était les grands du quartier, donc Blaise Pascal, Christian Truand et Big Dudy Kane, c'était eux qui tenaient un peu la salle. Et il y avait aussi Bertin qui, voilà, c'était ces grands qui tenaient la salle et qui apportaient une vision claire de l'espace de danse et là pour te permettre de construire quelque chose. Moi, je me souviendrai toujours la première fois que je suis rentré dans la salle, Truand a été très clair. Et c'est pour t'amuser, sors de la salle. L'idée avant tout, c'est de t'exprimer, de raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu viens dans la salle? Parce que limite, pour t'amuser, ça, tu peux le faire chez toi. C'est Tu peux le rude, faire hein? dans un espace, on va dire, une discothèque ou une boom ou quoi, caisse. Là, tu viens dans un espace, on va dire quelque part un temple, un dojo. Donc, quelque part, c'est le respect de l'espace de travail doit être effectivement mis dès le début. Donc, peut-être que certains trouveront ça dur. Dur, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de danse, mais quand on parle de culture, c'est normal. Tu vas pas rentrer dans un dojo pour te dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de faire telle ou telle prise. » Non, tu sais que quand tu rentres là-bas, tu vas te centrer, tu vas prendre tes prises, tu vas les répéter 1000 fois s'il le faut. Tu montes sur un ring, c'est la même chose. Et là où beaucoup ont oublié, c'est que nous, c'est une culture de rue. Cette culture de rue n'a pas été inventée pour l'amusement. C'était pour canaliser quelque chose à la base. Donc, quand tu perds ça de vue, tu dis « Oh, c'est que de la danse. » Ouais, au niveau mondial, au niveau public, au niveau, j'ai envie de te dire, monsieur tout le monde. Mais au niveau culturel, non, c'est pas que la danse. Déjà, c'est pas de la danse.
pour moi, hein, c'est un moyen d'expression. Et on danse. Mm. Quand tu mets le mot danse avant la valeur du mot culture et hip-hop, ben, tu perds la moitié du fond du truc, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire c'est bon, allez, j'y vais? Alors, pourquoi par rapport à la salle, tu veux dire? Oui, puisque Oh tu ben t'entraînais chez toi. là, tout simplement parce que j'ai discuté avec des potes, eux-mêmes, ils dansaient, ils m'ont dit, ah bah tiens, dans le quartier, là, il y a une salle et tout, il y a des grands qui donnent des cours. Du moins, c'est pas des cours, c'était une salle d'entraînement. Déjà à l'époque, donc, je suis pas rentré via les cours, je suis vraiment rentré dans l'esprit de, vas-y, tu veux te perfectionner, ils peuvent te donner des conseils, nanani, nanana. Mais c'était vraiment une salle d'entraînement et pas un cours. Ils n'étaient pas là pour nous dire, fais comme ci, fais comme ça, Mhm. comme un professeur. C'est très important de souligner la différence entre un espace d'entraînement et un cours de danse. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à la salle. J'ai continué très rapidement. J'ai été repéré par un autre gars du quartier qui montait son équipe. Alors, c'était pas forcément une équipe de hip-hop, pour le coup, c'était une équipe de danseurs de jazz rock qui avait été formée en partie par Christian, justement, et Dizzy Truand, et qui avait besoin de monter une espèce de mix entre le hip-hop et le jazz rock. Donc, il trouvait intéressant ce que je faisais. Et en parallèle, j'étais dans une école à Bobigny. Et pareil, il y avait ce qu'ils appelaient, eux, un chasseur de tête à l'époque, qui cherchait des danseurs pour le groupe Coréam. Alors, j'ai dansé dans Coréam en 94. Donc, un an après avoir commencé un peu à danser de façon publique, je me suis fait repérer par un des référents de Coréam. Et c'est comme ça que je suis rentré dans Coréam, qui n'était pas, à cette époque-là, une compagnie, c'était juste un groupe. On était 15. D'accord. Ah oui. C'est aussi à ce moment-là que je suis rentré. Alors, déjà, en tant que hyper, on favorise le côté nombre. Au niveau chorégraphique, ça tape mieux et au niveau état d'esprit. Mais effectivement, je suis tombé dans ma première expérience de grand groupe, c'était avec Coréam. On était 15, il y avait des grands, des petits, des moyens, de côté famille. Et le spectacle que j'ai réussi à faire avec eux s'appelait Cosmopolite. C'était un spectacle qui voyageait dans différents continents. Mm. Donc, ouais, je tiens à remercier effectivement Stéphanie Nataf et José Bertegal pour cette expérience qui m'a permis de développer l'esprit d'unité jusqu'à maintenant. Je privilégie beaucoup plus l'esprit d'unité que moi et ma carrière de danseur, blablabla, artiste et tout ce qui va avec. Non, être tout seul dans mon coin, ça ne m'intéresse pas. Donc tout ce que je fais, ça se fait suite à un soutien d'une équipe. C'est-à-dire, je me mets plus ou moins en avant de façon discrète malgré tout, mais il y a une équipe derrière, obligatoirement, d'une certaine manière. Donc, du coup, il n'y avait pas de... Par rapport aux parents, parce que j'imagine que les parents, ils te disent pas, tu seras danseur, mon fils, un jour. Est-ce que tu étais destiné à un métier ou alors est-ce que tu as vraiment plongé tout de suite dans la danse? Alors, je ne peux pas dire que j'étais destiné à un métier. J'étais destiné à voir ce que l'éducation nationale, tout le cursus voulait nous proposer. Bon, je t'avouerai que ce qui était proposé n'était pas très intéressant. Donc, comment je suis rentré dans le monde professionnel, en tout cas de l'enseignement, parce que j'ai pas décidé de rentrer dans le cursus danseur professionnel, parce qu'à l'époque, et jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, hein, sauf quand tu as la tête bien dure, il fallait rentrer dans des fusions de danse, des machins, rentrer dans des circuits qui, très ouvertement, n'en ont rien à faire de nous. Ils ont juste besoin d'avoir un peu d'énergie en plus dans leur façon de faire. Donc, ça ne m'intéressait pas. Et je savais déjà que je ne voulais pas travailler dans une structure lambda où j'ai un patron pendant toute la semaine, tu vois, est un peu derrière moi. Donc, l'enseignement me permettait d'avoir cette liberté, c'est-à-dire que là, je signe un contrat en septembre, ça finit en juin, on se fait peut-être 2 ou 3 bilans dans l'année, et tout le reste du temps, c'est moi, ma salle et mes élèves. D'accord. Donc, j'ai une vraie liberté, selon moi, en tout cas, c'est comme ça que je construis ma liberté. Voilà, à moins qu'il y ait un souci à régler, une blessure ou un point à faire par rapport à un élève. Mais sinon, au cours de l'année, je les vois pas, mais je les vois pas beaucoup. Je les croise. Bonjour, au revoir, à part quand il y a des réunions. Mais je suis vraiment bien dans cette disposition parce que je suis avec moi et je vis les choses avec mes élèves et ça me va très bien. Mais entre le moment où tu es entré pour t'entraîner, déjà, j'imagine que ça ne t'a pas freiné, mais à quel moment tu t'es senti prêt déjà à t'entraîner? Est-ce que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était dur de dire, ouais, tu viens pas ici pour t'amuser.
d'accord? C'est dur, tu vois tout le monde danser, tu es là pour t'entraîner. Est-ce que tu te dis: «OK, je vais faire ça. OK, c'est un peu rude. OK, mais de toute façon, c'est pour ça que je suis arrivée» et Mais à il y avait un contexte aussi. oui, C'est Aulnay, les 3000, il y avait déjà cette hiérarchie des grands du quartier. Donc quand ils disaient ça, généralement, on était au taquet quand mais les moi grands nous j'ai parlaient. vraiment l'impression que c'était la rue dans une salle, pas la rue dans le sens, Oui, négatif, bien mais sûr, bien tous sûr. les codes de la rue. Ah oui, Tu totalement. pas là pour t'enfermer, en fait. Tu pas là pour dans ta chambre. Ouais, ouais. Tu dois t'entraîner. Il y a le regard des autres. Je me pose la question sur le regard des autres et à partir de quel moment tu dis: «C'est bon, tu es prêt à enseigner, à transmettre»? Alors, déjà, effectivement, comme tu l'expliquais, bah, déjà, de par mon éducation parentale, discuter la vie d'un grand n'existait pas. C'est-à-dire, moi, si aujourd'hui c'est mes parents, c'est qu'ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire. Donc maintenant, je rentre dans une salle, je vois un grand qui m'explique, voilà les règles. Ok, bon, c'est comme ça que ça marche, OK. je respecte. Voilà, je commence pas à vouloir faire le syndicaliste ou le Mm. révolutionnaire. Oui, mais comment ça? Mmh. Est-ce que c'est ma salle même? J'ai pas de salle à mon nom. Non, j'ai décidé de rentrer dans la salle de la personne. Donc, je respecte. Et si je respecte pas, je reviens pas. Donc, moi, ça m'a convenu. Effectivement, je me suis buté, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça m'allait très bien. Après, effectivement, très sincèrement, c'est après l'armée que je me suis dit, je voulais pas faire autre chose que danser. On fait une parenthèse. L'armée, Ouais. c'est-à-dire? J'ai Parce fait que c'est l'armée, on était encore dans la génération où l'armée était obligatoire. d'accord. Donc, moi, j'ai fait l'armée. Et à la fin de ma session d'armée, effectivement, je me suis posé la question la plus basique, hein, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était une journée? Et Mais non. non, non, Je pose la non, non, question express. Je sais pourquoi je pose la j'ai question. fait 10 mois. 10 mois. 10 mois d'armée. C'était dans le 51, à Mourmelon, du côté de Reims. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, j'étais déjà dans une certaine pensée parce que à la base, j'étais censé faire 4 mois. J'étais prêt à m'engager un petit peu plus. Voilà, on était dans cette dynamique. En plus, dans une génération où on se disait l'armée pouvait être une solution pour pouvoir rester dans un certain chemin. Cependant, semblerait-il que ce n'était pas fait pour moi, puisqu'il y avait un adjudant-chef qui semblait s'être donné comme mission de vouloir casser du banlieusard. Ah bon, ça existait déjà? Ah oui, oui, 94 et même avant. De toute façon, bon, je rentrerai peut-être dans le détail plus tard de fond de ma pensée, mais bon. En tout cas, semblerait-il, c'était sa mission. Voilà, il voulait saouler les gens, fatiguer les gens pour tout et n'importe quoi. Donc, arrivé à un moment donné, j'avais un petit souci que j'ai toujours, mais maintenant j'ai appris à travailler avec. J'avais un petit souci au genou. Donc, lors de mes permissions, vu qu'il était persuadé que c'était lui le boss, d'après lui, j'avais un problème de genou Oui, et mon genou se déboîtait quand je dansais. oui. Donc, le dimanche après-midi, je suis parti dans une après-midi. Comme d'hab, je me suis donné à fond parce que c'était les défis entre nous, ceux de Mhm. Sevran, ceux de Villepinte, ceux de Tremblay. Voilà. Et mon genou, à chaque fois, ça arrivait. Sauf que cette fois-ci, je ne l'ai pas remis. Je l'ai laissé bloqué. Ah! Et je suis rentré à la caserne avec une béquille. Et je leur ai dit, c'est mort, je ne peux plus continuer. Donc, ils m'ont dit, bon, ok. Et après, quand je suis rentré chez moi, comme Kaiser Soze, j'ai remis mon genou et c'est tout. Ouais, mais c'est dur. Parce que mon cerveau, il est naïf. Tu te dis, mais comment ça, il s'est pas remis? Normalement, tu vas chez le médecin, on te le remet. Non, en fait, comme dans L'arme Yeah. fatale, tu sais, Non, non, quand il se c'est dévoilait. exactement, totalement. Je le remettais moi-même. Je crois que j'avais que ça à faire. À chaque fois, aller voir un kiné ou on n'a pas les moyens en plus, donc il fallait bien trouver On ses solutions. connaissait pas On était déjà hip-hop. On trouvait nos solutions nous-mêmes sans avoir besoin de X ou Y. C'est pour ça que je suis très dans la débrouillardise. Pour moi, le hip-hop, c'est pas qu'une histoire d'art ou de mouvement culturel, c'est aussi un état d'esprit pour savoir se débrouiller. Et rester dans une certaine construction positive sans avoir obligatoirement besoin de demander quelque chose. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai un contexte. Voilà, j'ai une équipe, j'ai un projet, donc forcément, je fédère des gens autour. Mais de base, si je devais rester que entre moi et moi-même et je dois faire ma carrière de danseur, je serais manager, je serais secrétaire, je serais comptable, je ferais le tour du monde. Je n'aurais pas forcément besoin d'eux. Maintenant, quand tu le fais, c'est pour soulager ton esprit. C'est pas parce que tu n'es pas capable de, en tout cas me concernant. Je me suis intéressé à tout. Je m'intéresse à tout pour justement, avec toute simplicité, travailler avec tout le monde. Mais si tu me fatigues, j'ai aucun problème à me séparer de toi parce que j'ai appris à faire mes affaires tout seul aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours réussi à avoir des gens. Alors, toujours non. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais ma vision des choses. Donc, c'était un peu difficile de fédérer. Et j'ai réussi à fédérer au moment où j'ai dit fuck. J'ai dit, vas-y, ça me fatigue. Vas-y, laisse tomber. Je ne fais dire plus rien du tout. Et au fur et à mesure, les gens se sont. J'ai lâché prise en gros.
Au fur et à mesure, les gens se sont réunis autour de moi et l'équipe s'est montée tout seul. Et l'armée t'a apporté quelque chose, de la discipline ou rien du tout? Je sais même pas si l'armée m'a apporté quelque chose parce que déjà, la discipline à rigueur, je l'avais déjà de par mon éducation antillaise. Que je le veuille ou D'accord. non, certains diront, ouais, mais la génération des anciens, ils étaient capables de coup, donner des coups déjà, nanana. Moi, perso, de vu là où j'ai grandi, les coups m'ont servi et m'ont permis de garder un certain chemin et de faire le bon choix. Tu avais le côté obscur, le côté, comment je pourrais dire ça de façon sympathique, rentrer dans le carré de la société ou effectivement partir dans autre chose. Et moi, je suis parti dans autre chose. Le côté obscur, ce n'était pas possible. Sinon, j'avais le gardien qui était là pour m'expliquer que tu pourrais, hein, tu peux devenir un grand gangster, mais handicapé. Ouais. Lui, il était assez clair sur le sujet. Personne n'allait salir son nom, personne n'allait trouver le nom Custos dans un commissariat. Ok, ça, non, lui, il était assez radical. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, je pense, que je ne suis pas trop dans le milieu des choses. Hein. C'est tout blanc ou tout noir et point barre. Mais voilà, bon, ça m'a construit, ça me permet de transmettre des choses à mes jeunes. Même dans l'esprit de transmission, je suis pas dans la philosophie des grands mots, babacou, bienveillant, et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, je suis dans le travail d'éducation populaire, d'encadrement hip-hop. Donc il y a le côté respect, il y a le côté affectueux, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, mais jusqu'à un certain niveau. Si je vois que les gens en face ils ont envie de faire que dans leur tête, je suis obligé de changer de vitesse. À un moment donné, c'est bien beau de parler avec des belles phrases, on va dire, mais quand tu vois en face, attends, tu es venu pour quoi? Si tu es venu pour t'entraîner, entraîne-toi. Je t'ai dit une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, je suis pas perroquet. Donc, je suis obligé de changer de vitesse. Voilà. Et ça, c'est plus quand je suis dans un mode élite. Parce qu'après, dans les cours de base, on va dire qu'on est dans un loisir engagé quand même. J'aime bien sortir les gens qui ont envie de faire les choses. C'est pas juste danser pour danser. Mais après, c'est plus quand je suis dans le mode élite parce que j'estime que dans le mode élite, on représente quelque chose dans le mouvement devant mes pairs de la danse, devant les autres crews, les autres identités. Donc non, il faut faire ça bien. Mais on a pu remarquer cette expertise, notamment dans les élèves jeunes. Moi, j'ai un cas d'une petite que tu connais bien, Cassidy. Et t'as réussi, j'ai vu que t'as réussi à faire ressortir son côté introverti. Et moi, en tant que père, ou même nous, en tant que parents, on a remarqué que dans la danse, et surtout, toi, en l'occurrence, bien précisément, tu réussis à débloquer des choses chez les jeunes et avoir un recul, mais un recul que nous, parents, on n'a pas. Et est-ce que tu avais réalisé que tu avais cette capacité, cette faculté? Et si oui, à quel moment comment ça s'est aiguisé? À quel moment t'en as pris conscience, etc. Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne réalise pas de moi-même. Je le fais parce que je suis dans la passion. Et quand tu es passionné, tu te donnes les moyens, tu vas jusqu'au bout. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je suis passionné de la transmission, je suis passionné de ce que la jeunesse peut faire de différent par rapport à une génération éventuellement qui n'a pas forcément gardé tout le cap. Donc je me dis que quand je bosse avec un enfant, je me dois tout ce qui est enfant, alors tout ce qui est enfant, personne en situation de handicap et personne d'un certain âge, je me, je me dois, c'est une obligation de chercher à comprendre au millimètre près qu'est-ce qu'il faudrait que je pose comme pion pour qu'on s'entende, se comprenne et qu'on aille jusqu'au bout de l'aventure ensemble. Très souvent, quand j'ai pas réussi à faire cette mission, c'est parce que on vit aussi dans un monde où les parents sont quand même un peu plus impliqués que fut un temps dans la discipline artistique. Avec les parents, les choses c'est pas toujours évident et qu'arrive à un moment donné, j'ai pas forcément l'envie de forcer non plus. Hein. Si ce que je veux proposer à ton enfant ne te plaît pas, c'est ton droit, on fait pas. Mais en termes général, ça fonctionne parce qu'effectivement, c'est une admiration que j'ai envers les enfants, moi. C'est vraiment une importance primordiale de me dire que quand ils rentrent dans ma salle, que j'arrive à leur transmettre un message. Vraiment, ils comprennent que ils ont quelque chose et c'est eux l'avenir. Donc, si on ne leur donne pas une confiance pour se construire, ils vont peut-être malheureusement être des suiveurs ou des futures victimes.
Parce qu'à un moment donné, n'importe qui peut venir profiter d'eux et ne sauront pas réagir correctement. Ou même s'ils tombent dans une escroquerie ou dans un problème en tant que victime, ils n'auront pas forcément le réflexe de se relever comme il faut parce qu'ils auront été habitués à des choses trop, euh, trop générales et pas assez concentrées sur eux-mêmes. C'est toi aujourd'hui avec qui je vis le truc. Bah, viens, on fait le truc ensemble. Et tant que je les sens pas dans le bon truc, ben, j'essaie de trouver, bon, allez, je rentre dans cette façon-là. Bon, là, je vois qu'il comprend pas trop ou qu'il capte pas. Bon, on va peut-être passer par là, ou passer par là, ou passer par là. Et à un moment donné, je les laisse dans leur monde. Après, je reviens. Mais le point final, c'est que je veux les sentir évoluer, quoi. Voilà. Quand tu as commencé à enseigner à partir de quand? Premier cours de danse en 1994, dans le cadre de l'association Sherman Steel, qui se trouvait à Blanc-Ménil. C'était le groupe Double Jazz qu'il avait créé. Bon, voilà, on s'entraînait là-bas. Et d'ailleurs, j'avais pas vocation à être, on va dire, prof de danse. Hein. C'est tout simplement parce que nous étions dans une salle, on va dire, à la maison des Tilleuls, centre social des Tilleuls, et qu'à un moment donné, on s'entraînait, il y avait des jeunes qui regardaient par la fenêtre. Tous les jours, à chaque fois, ils nous regardaient danser. Nanana. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un des animateurs, je crois que il s'appelle Mourad, hein, si j'ai bon souvenir, il est venu nous dire ça vous dirait pas de monter une association pour donner des cours de danse, nanana, il y a les jeunes qui sont là, ils vous regardent. Donc, bien évidemment, on aurait pu dire ah ben non, on danse pour nous, ça nous intéresse, c'est nous et nous, notre évolution de danseurs et tout ce que tu veux. On a dit pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai que dans l'idée, on s'est dit bon, déjà, ils nous mettent la salle gratuite aussi l'un dans l'autre. Peut-être que ce serait sympa de pouvoir faire un petit retour, quoi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner mes premiers cours. Et c'est pour ça que aussi, quand je suis sorti de l'armée, j'ai senti que j'avais ce petit truc par rapport à l'enseignement. Donc, je me suis dit, ah ouais, je vais pas aller travailler, machin, faire des trucs, je sais pas quoi. J'avais déjà testé quelques petits jobs qui me parlaient pas plus que ça. Donc, je me suis dit, je vais me prendre la tête. J'ai eu mon premier contrat à Épinay-sur-Seine, 96. Et depuis, j'ai jamais lâché. Chaque euro qui rentre dans ma poche vient de mes projets de danse et vient de mes capacités de passionné, quoi. Passionné professionnel? Oui. Depuis 84. Alors, depuis 94, j'ai commencé à donner mes premiers cours et je suis devenu professionnel en 96. Bravo. Merci. 2 ans plus tard, petite anecdote. Papillon a été un de nos coachs en danse, mais je pense pas qu'ils s'en souviennent. Moi, je n'étais pas là. À Mitry le Neuf, Villeparisis. Ils enseignaient en binôme avec Loïc. Et après, même, vous aviez fait une grande représentation. Tu as été au premier cours? Moi, j'y suis allé parce que je cherchais les femmes. Et ouais, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Donc là, quand j'écoute l'historique, je me dis, ah ouais, donc c'est 2 ans après qu'il soit pro. Et on était, je l'ai croisé avec les Asis, mais je sais pas si je te rappelle. Alors, je t'avouerai que là, c'était si tu parles de Loïc, je te dirais que c'est très certainement plus vers fin des années 90. Oui, exactement. Parce que moi, je l'ai rencontré à ce moment-là, puisque c'était un des élèves de Truand. D'accord. Il a été formé par Truand en partie, et que, vu que Truand, c'est aussi mon grand, c'est comme ça que je l'ai rencontré lui. J'avais rencontré aussi à l'époque Mehdi Slimani, qui est devenu maintenant un grand chorégraphe hip-hop. Donc voilà, donc c'est comme ça que je les ai rencontrés, c'était 99. Ouais, la première fois que j'ai rencontré Loïc, c'était à ce moment-là, et après, effectivement, on a mené quelques actions. Ça n'a pas été plus loin, ça s'est arrêté, puis après, on s'est vraiment connecté plus au début des années 2001. Là, on a vraiment commencé à monter des vrais trucs de façon efficace et tout ça, quoi. On a eu un petit parcours de chemin, puis après, chacun a fait son chemin. Quand tu as eu ta première salle, parce que je sais que quand tu es prof de l'enseignement, tu as cette petite appréhension de découvrir la tête de tes nouveaux élèves. Tu te dis, ouais, comment ça va se passer? Toi, est-ce que tu te rappelles ton premier jour, on va dire, de rentrer dans ta salle de danse où tu as eu des élèves? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur dis jusqu'à maintenant? Alors, j'ai effectivement deux moments différents. C'est-à-dire, quand j'ai commencé en 94,
on savait déjà quels sont les jeunes qui venaient, parce que c'est les jeunes qui étaient du quartier, Mhm. qui voulaient intéresser par ce qu'on fait, qui étaient intéressés et que les animateurs voulaient qu'ils puissent, au lieu de rester dehors, ils puissent être avec nous. Donc voilà. Et ce qui est sûr, c'est que dès le début, on était déjà dans la transmission même. On n'était même pas dans les cours de danse. D'accord. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dès le début, on était déjà dans une vision de on va former nos petits. D'accord. Voilà. Dès le début, il y avait l'équipe Double Jazz et on a monté, on a travaillé avec les plus jeunes pour nous représenter, pour se représenter eux-mêmes, pour créer une dynamique. Donc on était déjà dans une dynamique plus de vraiment Héritage, d'héritage que de dire ah, tiens, on va donner un cours de danse pour donner un cours de danse. Mhm. L'association Charmin Style, on est rentré tout de suite. Donc je suis plus tombé dans ce mouvement-là d'enseignement que de dire j'ai commencé par l'enseignement de base, aller avec le prof, avec les élèves. Non, on était les grands de petits. D'accord. Ensuite, quand je suis rentré dans le cadre professionnel, au fur et à mesure, je me suis renseigné comment se passe un cours, machin et tout. J'ai compris qu'il y avait un échauffement, un développement, un étirement, etc., etc. J'ai regardé quelques cours, j'ai regardé quelques grands donner les cours. Ah, ok, si tu veux enseigner la vague, si tu veux faire ceci, voilà comment ça se... Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le code du professeur de danse. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai eu 2 moments. Et par rapport à ta question, non, je n'ai pas eu de surprise ou d'appréhension ou de préparation. Jusqu'à aujourd'hui, mes cours, je les ai toujours fait en freestyle. J'ai jamais préparé un cours, me dire... Instinctif. Je n'ai jamais dit... Non, non. Après, j'ai des idées. Je me dis, bon, la semaine dernière, nanana, je vais peut-être assister là-dessus. Mais préparer un cours, quand je vois certains, ils font là des pré-programmations, des passés-programmations. Oh, rectification. J'ai commencé à avoir ce principe, mais quand j'ai vu que dans ma tête, j'ai commencé à faire... J'ai vite arrêté. Hein. Préparation du cours. Et que j'arrive dans le cours. Et que je vois que les élèves, plus je parle, moins ils comprennent. Et plus je essaie de les faire rentrer dans mon truc, et plus c'est compliqué. J'ai dit, mais non, il faut arrêter. Non, non, je préfère arriver en freestyle et je m'adapte. Je mets quelques directions dans ma tête et je m'adapte à l'élève. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Est-ce que, moi, de ce que tu nous racontes, je me dis que la danse, à ton époque, le mouvement hip-hop, t'as endurci. En fait, à l'époque, je me dis, hein, peut-être que tu me corrigeras, est-ce qu'à l'époque, la danse, le hip-hop, hein, puisque, Oui, tout à fait. est-ce qu'elle endurcissait celui qui pratiquait et l'amenait à mieux s'insérer, en fait, dans le monde extérieur, que ce soit à la rue ou du travail? Et est-ce que maintenant, c'est la même chose? Est-ce que tu trouves que ce mouvement hip-hop dans le milieu de la danse, il parvient à endurcir et à préparer le pratiquant à l'extérieur? Alors, je te dirais que si tu rentres dans ton personnage, parce que quand tu rentres dans la culture hip-hop, il y a des choses à comprendre, des choses à valider. Et effectivement, quand tu comprends que ça vient de tel espace, il y a un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est pas la douceur et la bonté du 1er janvier au 31 décembre. On est dans la paix, oui, dans la justice, oui. On n'est pas non plus là à baisser la tête et à se manger des gifles. Donc, faut quand même le comprendre. Donc, étant donné que j'ai reçu une éducation très stricte, très droite, je peux pas dire que... ce que je peux dire que le hip-hop m'a apporté, ça m'a permis de valider ces informations et justement pousser mon caractère dans un certain sens, puisqu'effectivement, lorsqu'on est dans le quartier, on est quand même dans un positionnement que si tu as la tête qui baisse, c'est pas bon. Quand même s'affirmer. Donc, à travers le hip-hop, j'avais pas ce souci de... De toute façon, j'avais pas de souci au quartier parce que j'avais mon grand cousin. J'avais mon grand cousin qui avait donné le message sympathique que ne touchez pas aux cheveux de mon petit cousin. Voilà. Donc, ça s'est toujours bien passé dans ce sens-là. Mais au niveau du hip-hop, mon caractère s'est développé, s'est affirmé parce que l'esprit du cercle te le montre. Quand tu rentres dans le cercle, tu rentres pas dans le cercle pour dire « Ah, coucou, c'est moi ». Battle ou pas battle. Parce que, tu sais, on est rentré dans une génération où on est où on est beaucoup dans des cases. Si tu veux, il faut être dans un battle. Si tu veux, faut être dans un cercle. Si tu veux... non.
Le hip-hop a un état d'esprit. Que tu sois dans un battle, que tu sois dans un cercle, que tu sois... Dès que tu décides de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire entre toi et toi-même, toi et chez toi et ta salle, tu représentes quelque chose. Donc, il faut savoir t'affirmer. Et affirmer qui tu es, c'est proposer une qualité dans ce que tu fais et faire de façon à ne pas te ridiculiser. Parce qu'à l'époque, charrier ne faisait pas partie de « Oh, c'est pas bienveillant hein, de se moquer des gens. Et caca, je sais pas qui bitin. » Non, 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 non. C'est grâce au charriage que je disais « Ah ouais, tu te moques de moi. » Vu qu'on était hip-hop, on n'avait pas goûté avec la personne. Donc, tu rentrais chez toi, bé, 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 et tu revenais plus fort. Et à aucun moment tu disais oh, tu t'es moqué de moi, c'est pas bien, c'est pas bienveillant, et qu'est-ce que tu racontes? Et wesh, c'est bon, on n'oublie pas d'où ça vient le truc, hein, quand même. Très important. Et surtout qu'en plus, nous, dans la dimension vraiment culturelle, charrier n'a jamais été un problème. Ça fait partie de la culture. Charrier, c'est l'humour, c'est la blague. Donc maintenant, si tu le prends mal, regarde toi et toi-même et ta sensibilité, je peux l'entendre. Mais à un moment donné, ça veut dire que peut-être avec certaines personnes, tu ne peux pas côtoyer parce que ce n'est pas nous qui allons arrêter de blaguer juste pour que toi, tu sois un peu plus doux. Non, nous, on aime blaguer, on blague. Donc voilà. Mais Papillon, ça signifie que tu fais partie de cette génération de danseurs qui a connu encore des cercles. Parce que nous, on a découvert ça avec Richard, Mpassi. Tu as découvert cette transition des cercles qui se sont légèrement ensuite retirés pour laisser se faire envahir par l'esprit battle, etc. Battle, spectacle. Alors, moi l'esprit du cercle, oui. Je l'ai bien, parce qu'il y avait le Globo, parce qu'il y avait le Chapelet, il y avait l'Orée du Bois. Non, moi, j'ai tout sillonné, moi. Toutes les ambiances qu'il fallait pour aller danser. Je peux pas dire que c'est la salle qui m'a formé le plus. Je suis autodidacte. D'accord. Je peux dire c'est parce que j'ai sillonné les après-midi, j'ai sillonné les soirées, j'ai sillonné les trucs. Et que j'exerçais à chaque fois des trucs et c'est comme ça que j'ai testé. Donc voilà. Après... je pense que dans beaucoup de choses, je vais m'écarter un peu du hip-hop, mais je vais rester dedans, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Arrivé à un moment donné, si les battles ont pris plus de place, c'est parce que ceux qui ont voulu organiser battle, ceux qui ont kiffé le battle, ont fait ce qu'il fallait pour mettre le battle en avant. Ceux qui ont voulu faire les cercles, faire le peace and love et tout ça que tu veux, parce que le cercle, c'est plus fun et tout ce que tu veux, ce que je peux bien entendre, moi en tout cas, je ne rentre pas dans un cercle pour rentrer dans un cercle, dans tous les cas de figure. Ils n'ont pas imposer cette vision qui était importante, qui fait partie de la culture, savoir rentrer dans un cercle simplement. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on est toujours en train de reprocher à l'autre qui fait. Les gens, ils ont fait ce qu'il fallait. Il y en a, c'est des maîtres chefs du battle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont imposé le truc. À un moment donné, tu veux que les jams, que les cercles, que cet esprit-là puisse... fais ce que tu as à faire. Organise tes jams, comme ça. Et si maintenant les gens ne viennent pas, c'est parce que peut-être que tu as mal fait ton truc. Mais c'est pas ceux qui ont mis les battles en avant, ou les concours chorégraphiques, ou l'esprit de compétition. Qui plus est, attention. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que les gens aiment bien s'inventer des vies. Un, c'est pas nous qui avons créé le hip-hop en France, déjà, pour commencer. Deux, ce mouvement, il est né dans l'adversité. Excuse-moi, tu veux que j'ai pas besoin d'être un historien pour savoir que c'est après la mort, après un conflit humain, qu'ils ont décidé de se dire comment canaliser l'énergie négative en quelque chose de positif. Donc, on est dans la confrontation, sauf qu'on le fait positivement avec l'art. Donc déjà, l'esprit de battle, j'ai même envie de te dire, après, n'était pas censé prendre plus de place ou moins de place. C'est né. Ça a commencé avec ça, quoi. Comment ta confrontation au coup de couteau ou je ne sais pas quoi, on peut le transformer de façon positive avec l'art. Donc, à quel moment ça devient derrière? Non. Il y a cette dimension de confrontation, de dépassement de soi. Et après, les autres. Mais déjà, à la base, le battle a toujours existé depuis le début. Après, là où c'est devenu plus compliqué, c'est parce que c'est du commerce, c'est de l'événementiel, c'est des sous, c'est des intérêts qui sont plus dans la dimension hip-hop. Mais l'esprit du battle, qu'elles soit envers toi-même ou envers l'autre, c'est la naissance même de ce mouvement. Je voudrais rebondir sur ton parcours de professionnalisation. Dans le cadre là où il y a un jeune danseur qui aimerait justement devenir professionnel, toi tu fais partie de cette vague là où, venant de la danse hip-hop,
c'était beaucoup plus dur de devenir un professionnel de la danse. Alors, Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Comment faire comprendre à un jeune danseur que c'est possible de devenir professionnel? Là, de nos jours, de ton point de vue. Alors, mon point de vue, j'essaie de toujours rester simple. Hein. Effectivement, début des années 90, fin des années 90, début des années 90, les premières compagnies arrivent. Donc, les premiers professionnels. OK? Jusqu'à peut-être mi-90, voire fin 90, il y avait une certaine complexité parce qu'effectivement, on n'était peut-être pas pris au sérieux, les choses n'allaient pas forcément dans le bon sens. Et nous-mêmes, moi, j'aime bien dire ce que l'autre fait de pas bien, mais j'aime aussi me remettre en question et mettre mon mouvement en question, dans le sens où qu'est-ce qu'on a construit nous-mêmes pour imposer un certain nombre de choses. Donc, jusqu'à fin des années 90, je pense que les moyens n'étaient pas les mêmes. Maintenant, depuis l'ère 2000, il y a trop de moyens de communication, administrative. Il y a trop de moyens pour pouvoir vivre de son art. Maintenant, moi, ce que j'invite les futurs danseurs professionnels hip-hop à faire, c'est d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde. D'arrêter de vouloir rentrer dans un chemin précis pour vivre de son art. Il existe déjà des choses mises en place. Et peut-être que ces choses mises en place, comme ils sont mis en place, ne correspondent pas à tes besoins. Donc, n'hésite pas à customiser les choses un petit peu différemment pour que ça puisse s'adapter à ce que toi, tu as besoin. Mais si pour toi, être professionnel, c'est comme ça et pas autrement, ben c'est juste que tu es en train de reproduire bêtement, et malheureusement, je préfère le dire simplement, ce qu'on a voulu te faire croire en te faisant rentrer des cases à l'éducation nationale. Oh. À partir du moment qu'on commence à te dire tu es nul parce que tu n'as pas suivi un chemin qui certainement tout simplement n'était pas fait pour toi, ça ne veut pas dire que tu es nul. Tu n'as pas, ton corps a rejeté, n'a pas accepté ce format. Construisons un autre. Ou peut-être, maman, les adultes bienveillants, soi-disant, auraient dû te proposer quelque chose de plus adapté à ce que tu es, au lieu de vouloir forcément te faire rentrer dans une case. Il faut faire comme ça, il faut avoir le bac plus 42. Si tu n'as pas le bac 42, tu es naze. Oh, les gens, on est tous des êtres humains. Les êtres humains, ce n'est pas des machines, on ne les programme pas. Et ça, c'est un réflexe qui fait que quand tu rentres dans le monde professionnel, pareil, en tant que danseur, pour moi, déjà, c'est un métier qui te donne une certaine liberté. Non, tu veux rentrer dans machin, intermittent du spectacle, machin, il faut avoir ceci, machin, avoir cela. Moi-même, aujourd'hui, je suis intermittent depuis 3 ans. Ah, d'accord. C'est volontaire, alors? Ah, c'est volontaire parce que ça me saoulait, volontairement. Ça me saoulait fortement. Et j'ai été intermittent par tout hasard de hasard. Tout simplement. Dans le sens, j'ai eu l'opportunité de cumuler mes cachets parce que de par ce que j'avais remarqué que je faisais de façon naturelle en donnant des cours, en faisant des prestations, ça me permettait de cumuler mes cachets. Et on sortait post-Covid. Je dis pourquoi pas. Mais à la base, ça veut dire qu'on comptait bien. Hein. 30 ans d'expérience dans le mouvement. Ce qui me permettait de gagner mes sous, c'était parce que j'avais des contrats de base pour pouvoir donner mes cours de danse. Après, c'est sûr, on ne va pas se mentir, donner des cours de danse, ce n'est pas la même chose qu'être danseur. Moi, volontairement, je n'ai pas voulu être danseur parce que justement, entre l'administration qui était relou et les concessions artistiques, je n'étais pas prêt. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense, et je peux en discuter pour ceux qui veulent, parce que ça aussi c'est pareil, des fois tu es plus en train de dire c'est pas possible, mais tu ne discutes pas forcément avec les bonnes personnes. Venez partager avec ceux qui ont une certaine expertise, peuvent vous donner quelques... Moi je suis prêt parce qu'il y a tellement de façons de vivre de sa danse, aussi bien en tant que danseur, aussi bien en tant que prof, qu'en tant que metteur en scène, directeur artistique ou autre. Il ne faut pas se focaliser que sur le métier du danseur. Trop de façons de pouvoir vivre de sa danse. Pour moi le plus important c'est que ma passion me permettre de faire les choses. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu, par la force des choses, entrepreneur? Ah, totalement. Totalement, parce que justement, je ne me suis pas limité en plus à que danser, quoi. Mais à l'époque, c'est ce que tu cherchais ou tu as constaté qu'au final, je suis comme ça? Alors... Est-ce que c'est quelque chose c'est un chemin que tu t'es dit... D'accord. Je ne me suis pas visé là-dessus parce que je n'avais pas de vision spéciale. Tout ce que je voulais, c'était
travailler, gagner mes sous et que personne ne me fatigue. Et effectivement, en tant que professeur de danse, j'étais très bien. Cependant, en 97, je monte mon collectif. Et à travers la mise en place de mon collectif, je me suis trouvé à être couteau suisse, chorégraphe, cuisinier, costumier, secrétaire, et ceci, et cela. À un moment donné, il y a des choses qui me fatiguaient dans tout ce qui est événementiel. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire mes affaires moi-même, je vais créer mes événements. Forcément, tu deviens organisateur, tu perfectionnes petit à petit. Les spectacles, qu'on le veuille ou non, en vrai, quand on est dans un certain esprit de groupe, on est danseur, chorégraphe et metteur en scène. Hein, sans avoir la formation de metteur en scène, sans avoir les grands titres. On l'est puisque les spectacles, on les monte. Les spectacles sont là bien concrets. C'est une VAE, hein? Voilà. Ouais. Donc, concrètement, tous ces métiers, on les touche. Maintenant, peut-être pas dans le niveau pro ou haut niveau. Sauf si effectivement le projet que tu as de groupe monte en puissance. Donc forcément, tu prends de l'expertise parce que tu ne montes pas une choré de la même manière pour un show de base que pour un concours, que pour monter sur une grande scène, etc. Donc tu prends une expertise dans ta chorégraphie, dans ta mise en scène et dans ta façon d'emmener la danse. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, voilà, jusqu'à ce que j'ai décidé en 2009 de retourner au pays, faire mes allers-retours, parce que j'estimais tout simplement que j'en faisais beaucoup en France. Et surtout, par-dessus tout, je ne voulais pas que l'histoire m'empêche d'avancer. Parce que si tu écoutes l'histoire, ben ouais, via le Bimidum, mes parents sont venus en France. Et à la finale, on n'est plus français que le français. Et à la finale, on oublie ce qui se passe chez nous. Et limite, on critique à longueur de journée. Donc, je me suis dit, la critique, elle est humaine. Donc, j'ai le droit de critiquer. Mais j'ai le droit aussi de faire aussi. Beaucoup mieux. On va ouvrir justement cet arc, ce chapitre de tes allers-retours avec les Antilles. Mais juste avant, lorsqu'on est parti sur le cas de la professionnalisation, je suis obligé de te poser la question, quel est ton point de vue sur le diplôme d'État en ce qui concerne la danse? Alors, la réalité, c'est que la réflexion au niveau du diplôme d'État ne peut pas se positionner uniquement selon la vision du hip-hop. Selon la vision du hip-hop, walou. Parlons bien. Selon la vision du hip-hop, ça aussi c'est pareil, tout est relatif parce qu'en vrai, on est en bis-bis avec les institutions depuis fin des années 80. À partir du moment où tu deviens professionnel, c'est qui te paye? C'est qui gère tout ça? C'est déjà les institutions, que tu le veuilles ou non. Mais bon, dans la vraie vie, c'est pas parce que tu travailles avec eux que tu dois non plus faire tout et n'importe quoi. Donc, je peux l'entendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un rapport de force entre, OK, on bosse avec vous. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une société. Donc, c'est logique, on travaille avec eux, mais on prend pas tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est la position hip-hop. Il n'y a pas besoin, on peut gérer nous-mêmes. Même si, quand je gère nous-mêmes, voilà. Cependant, maintenant, quand tu es prof, ça, c'est mon cas. C'est le cas de beaucoup de personnes. Là où la réflexion, tu mets un peu de côté quand même le 100% hip-hop, c'est que tu te dis, alors quand tu es prof, mais que tu travailles avec des jeunes qui ont un talent autre que simplement consommer une activité, à un moment donné, la prochaine étape, c'est quoi? Leur proposer quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Leur donner l'occasion pour ceux qui veulent. Alors, vu que c'est un diplôme, on ne parle pas de diplôme de danseur, et il n'y a pas de diplôme de danseur. On parle professeur. Donc moi, par exemple, qui est tombé dans cette marmite, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes jeunes? Ben justement, ce côté transmission, aux profs de danse, en même temps garder une bonne force en tant que danseur. Et je me dis, nous ne sommes pas dans la génération des parents qui ne sont pas regardants. Nous sommes dans la génération des parents qui sont regardants. Donc moi, je vais arriver comme ça auprès de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Oui, vous inquiétez pas, selon la philosophie du hip-hop et l'amour du hip-hop, votre enfant va avancer, va pouvoir vivre de sa danse. Je vais l'envoyer dans les écoles que tout le monde connaît, que je connais, et ça ne donne pas de diplôme, alors que le parent, lui, il est quand même dans son truc. Quel est le morceau de papier que mon enfant va pouvoir, parce que c'est important pour lui, en tout cas, qu'il ait ce morceau de papier. C'est en ça que ma réflexion, elle a commencé à diverger. Parce que dans le sens, je me dis, je suis un jeune jusqu'au chemin des croisés où il doit faire les grandes études, ou éventuellement rentrer en tant que danseur professionnel. Et moi, c'est quoi? C'est quoi je propose? Aller voir mes collègues. Mes collègues, j'aime bien ce qu'ils font, mais c'est pas ma philosophie. C'est pas ma vision de la danse, c'est pas ma vision du hip-hop. C'est quelque chose de hip-hop, voilà. Mais commencer, il y a plusieurs courants, plusieurs façons de faire les choses.
Donc concrètement, j'ai déjà eu l'occasion en plus d'envoyer certains de mes élèves. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est pas forcément concluant comme je voudrais. Certains sont revenus me voir. Ils ont passé une belle année, tout ce que tu veux, mais c'est pas ce qu'ils cherchaient non plus. Et voilà, et finalement, ils ont fait autre chose d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où tu te poses quand même la question, puisque nous-mêmes, le cadrage que nous avons de cette dimension valorisation à travers le papier, parce qu'on vit en France. Tu vois, à un moment donné, c'est aussi ça. Le hip-hop, c'est pas... les gens, ils aiment inventer des choses, mais la déclaration de paix de la Zulu Nation, à aucun moment, ils ont dit il faut gommer contre le système. Hein. Gommer contre les injustices. Gommer contre les choses négatives. Mais à aucun moment, ils ont dit on ne doit pas collaborer. La seule chose qui est bien marquée pour ceux qui ont pris le temps de lire cette charte de déclaration de paix de la Zulu Nation, c'est que lorsque tu bosses avec les institutions en place, tu dois faire de façon à ce que ça soit un acteur hip-hop qui soit à la tête de tout ça et qui fasse les choses. Mais il n'y a pas d'interdiction. Hein. Il n'y a pas d'interdiction. Notre seul et unique travail qu'on a à faire, c'est ça. S'assurer que celui qui va prendre la décision ultime soit bien un acteur hip-hop. Et si on n'est pas en capacité d'avoir ce point, effectivement, non, on ne bosse pas avec eux. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue rien que hier. Je passe le petit big up à MAD. Parce que moi, j'étais dans cette philosophie des institutions, je ne veux pas en entendre parler, etc. Mais au final, quand on regarde bien, en tout cas, je me base que sur la France. Les institutions, le fonctionnement changent en fonction des... Mais en France, mine de rien, les subventions qu'on reçoit, c'est de l'argent qui est issu de nos impôts à nous. Ah, totalement. Donc, totalement. On fait pas... Moi qui étais convaincu que c'était faire le vendu, mais pas du tout, en fait. C'est récupérer un dû. Totalement. C'est récupérer un dû. Donc, je tiens à le souligner. S'il y a des personnes qui étaient dans le même cas que moi dans la philosophie, non, il faut qu'on se renseigne un peu plus et allons chercher ce qui nous est dû. Je vais me permettre de mettre une petite direction qui est pour moi importante. Dans le sens où les fonds publics, que j'appellerai plus que les subventions d'ailleurs, il faut bien marquer que c'est les fonds publics, hein, ce n'est pas les fonds d'État, c'est les fonds publics, se doivent, en tout cas selon moi, d'être utilisés à bon escient et intelligemment. Parce que quand tu vois certains trucs où tu passes des milliers, des cents, excusez-moi, désolé, hein, mais juste pour un événement, je trouve ça un peu relou en fait. D'accord. Il y a une dimension sociale et populaire avec lequel ce fonds doit permettre de faire avancer beaucoup plus de choses. Donc après... le développement de ce mouvement hip-hop passe par différents courants. Des événements, donner des cours, peut-être créer d'autres styles, le stylisme et tout ce qui va avec. Mais il faut qu'on fasse attention à la gestion de comment on utilise ces fonds, titre perso. Comment on arrive à les récupérer, quand on arrive à récupérer, parce qu'il faut quand même dire les choses, hein, c'est quand même croire la bannière pour les récupérer. Hein. Mais quand on arrive à les récupérer, qu'on arrive vraiment à faire des choses qui apportent à la communauté, pas juste à ton ego et à ton événement. Ou à ton projet, à toi, et toi, parce que c'est toi. Je pense que c'est important de le souligner de temps en temps parce que, pour moi, ça s'appelle fonds public. Beaucoup de personnes du milieu de la danse gravitent dans cet univers de fonds publics, mais n'a pas cette largeur, cette vision large. De tout prendre en considération. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, pour parler des fonds publics concernant l'énergie du collectif TKF, pareil, ça fait 4 ans. 4 ans. Qu'une partie, je précise toujours, hein, on reçoit une partie de ces fonds pour nos projets socio-culturels. C'est pas pour tout et n'importe quoi. Je tiens toujours, parce que je ne sais jamais. Tu sais, pour le moment, je suis, entre guillemets, dans les bons papiers. On est dans les bons papiers, des équipes et tout avec qui je travaille. Tout se passe pour le mieux. Le jour qu'ils ont envie de te dire, je vais pas me retrouver en galère. Donc, jusqu'en 2021, on était à 100% dans l'autoproduction. Wow. Tout simplement. Là, maintenant, on va dire qu'il y a 30% qui est dans les fonds publics et 75%. Non, on veut garder quand même... une partie vraiment indépendante. Ouais. Donc, on garde toujours ce principe-là. Après, me concernant, j'estime qu'effectivement, il est important
dès que possible, en tout cas, après je ne dis pas que c'est un réflexe naturel, hein, mais dès que possible, il y a un certain nombre de choses que j'estime où il faut, alors je ne peux pas appeler ça une paye, effectivement, mais en tout cas une gratification, en tout cas un défraiement pour que ça puisse continuer à évoluer et faire avancer les choses. J'estime que, par exemple, mon sujet, par exemple, au niveau de la Guadeloupe, je ne descends pas en Guadeloupe en tant que professionnel. Je descends en tant que Guadeloupe en tant que passionné et missionné. J'ai une mission. La mission, c'est de transmettre, c'est de partager. C'est pas parce que je n'ai pas commencé à aller en Guadeloupe en me disant que j'ai un contrat qui m'attendait là-bas. J'ai toujours payé mes billets d'avion jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est une certaine légitimité que je me donne à moi-même. C'est une certaine manière que je me donne à moi-même pour que, même quand j'arrive sur le terrain et éventuellement on essaie de me raconter un salam alek, j'essaie de faire comprendre, est-ce que c'est toi qui as payé mon billet? Non, non, parce que là, tu es en train de me raconter ta vie, il n'y a pas de souci. Hein? Cependant, tu as payé mon billet? Après avoir payé mon billet, je dors chez toi? Tu me donnes à manger? Tout ça, c'est des frais. Et je n'ai pas encore commencé à faire le projet. Et je ne suis pas payé. Donc, si tu veux vraiment parler avec moi, viens, on essaie de jouer au... C'est pas pendant que toi, tu joues à la bataille, moi, je joue au poker. Et on joue au même jeu. Okay. Donc, à partir de là, ma vision avant tout, c'est comment trouver le juste milieu pour toujours être positif, pour avancer avec mes gens au pays. Justement, là, tu viens de faire l'introduction avec la Guadeloupe. Tu es originaire de la Guadeloupe. Nous, on a bien pris conscience en te côtoyant toute l'année, fin 2024-2025, cet engagement. C'est quoi? C'est un engagement? C'est une vocation? Un engagement. C'est un engagement que je me suis donné, une mission que je me suis donnée. Et comme je t'ai dit, après, tu sais, il y a différentes façons de faire les choses. Il y en a qui revendiquent, il y en a qui critiquent, il y en a qui dénoncent, il y en a qui. Mon seul constat aujourd'hui, quand je dis je, des fois quand je dis je me dis, tu as l'impression que je suis tout seul sur 66 millions de personnes. Je dirais plus, ceux qui pensent comme moi, il y a énormément de choses sur lesquelles on n'est pas en place. Malgré toutes nos actions, que tu le veuilles ou non, surtout que je prends un recul à me dire que mes grands-parents ont utilisé une certaine manière de faire les choses pour s'imposer. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, en 2025, ça ne fonctionne plus. Et malheureusement, vu qu'on n'a pas su s'adapter et réactualiser notre logiciel, quelque part, le respect n'est pas placé là où il faut. Voilà. En tant que hip-hopper, en tant que Guadeloupéen, en tant qu'afrodescendant, il y a un certain nombre de choses qui n'est pas placé là où il faut. Mais quand je dis ça, j'aime à dire que je ne suis même pas là pour reprocher à qui que ce soit en face de leur action négative. Je suis juste là à dire, les amis, si nous ne montons pas notre propre forteresse, ceux qui ont des mauvaises intentions vont continuer à nous marcher dessus. Donc tu peux dénoncer, tu peux écrire une lettre à la République, tu peux aller voir la justice qui n'est pas la tienne, et etc. Ça ne changera pas. Tant que tu verras un frangin tomber sur les balles ou rentrer en prison, c'est qu'arrivé à un moment donné, on n'a pas su faire, nous, ce qu'il faut pour le protéger et l'empêcher de rentrer en prison. Donc le hip-hop, pour moi, a cette mission d'unité. Donc à travers cet esprit hip-hop, tout ce que je construis, en tout cas j'essaye de partager, viens on fait ensemble. Mais pas à tout prix et n'importe comment. Parce que des fois, on veut jouer sur les mots. Ouais, mais t'as dit, ouais, mais si tu me saoules, je vais pas me prendre la tête non plus, quoi, en fait. Je vais pas t'obliger si t'as pas envie. Si ta vision, c'est la vision qui, à mes yeux, soit ça sert à rien, soit jusqu'à maintenant, c'est faire pour faire. J'ai pas envie, je te laisse dans ton truc, il n'y a pas de souci. Pas de conflit. Mais le sujet avant tout, c'est croire en soi, faire ensemble et de façon puissante et créer de l'excellence. Pour qu'on puisse se positionner de façon naturelle et pas avoir l'impression qu'on veut toujours quémander quelque chose. Est-ce que le terme leitmotiv, c'est bon? Fédérateur. C'est censé fédérer. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées qui s'opposent justement à cette vision? Mais non, là, on n'est plus dans la génération s'opposer. On est dans la génération... Oui. Je m'occupe de tout, mais je m'occupe de rien. Oui, je vois. Tu vois, on va... Non, certains vont te dire directement non. Mais pour la plupart, tout le monde est chaud. Mais dès qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, mais tu sais, la vie est dure. Ah, mais tu sais, mon emploi du temps.
À ton âge, tu n'es pas censé savoir que si tu fais un engagement, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout, il faut être là. Comment justement, là, dans cette démarche, comment tu réagis devant un échec? Qu'est-ce qui l'engagement est tellement fort que c'est ce qui te relève? Oh non, alors déjà pour moi, c'est pas... Alors, c'est pas un échec. 2, je sais pas ça veut dire quoi en vrai le mot problème. Parce que chaque situation qui est considérée par monsieur tout le monde par un problème, pour moi, c'est un challenge. Ok, déjà, vu que c'est un challenge, mm. je veux pas perdre. Je veux pas perdre. Donc, soit moi-même, je me dis, je prends du recul, je mets le truc de côté, je réfléchis. Quelques mois, voire même quelques années après, mais tout ce que je prends le temps de travailler avec mon équipe ou entre moi et moi-même, j'estime qu'il doit y vivre d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, je commence avec une équipe et à un moment donné, je sens que ça bat de l'aile. Ben, je dis, c'est pas grave. C'est la cause le plus important. Si les gens qui sont dedans n'ont pas envie d'aller plus loin, je dis, c'est pas grave. Mais la cause, elle va continuer. Le projet, s'il existe, c'est qu'à la base, en vrai, c'est une cause. C'est pas juste un festival. C'est pas juste un cours de danse. C'est pas juste un projet. C'est une cause. C'est une raison de vivre. C'est un projet de vie. C'est une façon de toucher les gens, la population. Donc, si tu abandonnes, c'est que toi-même, tu n'y croyais pas quand tu as commencé. Donc, moi, vu que j'y crois, mais je n'y crois pas en fonction de mon équipe, je fonctionne entre moi et moi-même. Ce que je suis en capacité de pouvoir faire pour aller jusqu'au bout avec ou sans équipe. Je suis super content d'avoir une équipe. Là, par exemple, j'ai un festival qui va arriver, il y a une équipe. J'ai les big up d'ailleurs, le comité d'organisation du festival Transcendance. Et dans ma tête, j'essaie de visionner sur chacun des postes, soit pour une raison négative, la personne se barre, ou tout simplement positif. De toute façon, pour moi, dès que quelqu'un part, il y a une certaine négation parce que forcément, tu te retrouves à zéro. Toi-même, ça va. Toi-même, la charge, elle revient sur toi-même. Donc, j'attends pas que ça arrive dans ma tête, dans mon esprit, pour imaginer comment je ferais sans. Mon cerveau a déjà commencé à cogiter à si celui dans tel secteur, il n'est pas là, comment tu vas faire? Parce que mon projet, ma vision, c'est vraiment que ce projet, il aille jusqu'au bout et qu'il existe. Donc, si je m'appuie à 100% sur des personnes qui peuvent, soit pour des raisons positives, négatives, valables, pas valables, chacun verra média sa porte, mais en tout cas, ils disparaissent. Ça veut dire qu'après, dès qu'il y a un pied qui part, le truc qui part en cacahuète, 2, 3, 4, et après le truc n'existe plus, parce que j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. Donc, j'ai toujours un plan A, B, C, D jusqu'à Z. Donc, j'ai 26 plans. Je vais revenir sur la partie Guadeloupe. Tu es né ici ou en Guadeloupe? Non, je suis né ici à Paris. Paris 10e. Parce que moi, je viens, mon père disait négropolitaine, je suis négropolitaine, je suis née ici, je suis originaire anti-Guyane. Et je me suis mangé une réflexion à la fac, une fois, une Guyanaise qui était venue étudier à Paris et qui me demande t'es de quelle origine? Je lui dis je suis de la Guyane. Mais ma mère est de la Martinique. Ah, mais t'es née où? T'es née en France? J'ai dit oui. Mais t'es pas une vraie Guyanaise. Est-ce que toi, tu te sens légitime de faire 6 allers-retours en Guadeloupe, payer ton billet? Est-ce que tu t'es mangé des réflexions comme ça? Pourquoi est-ce que tu restes pas dans le 9-3, là où tu as été éduqué? Ou alors, pourquoi tu ne choisis pas ou l'Hexagone ou la Guadeloupe? Je te pose cette question-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas, limitées et qui se disent « Oui, mais c'est pas un vrai. Il est né là-bas. Pourquoi il vient en Guadeloupe ?» Ou « Oui, pourquoi il reste pas en Guadeloupe ?» Oui, moi, parce que moi, je m'intéresse à l'actualité. Il me dit « Pourquoi tu t'intéresses à l'actualité ? Tu es ici. » Mais c'est un attachement et un détachement aussi. C'est un attachement dû au détachement de nos parents. Enfin, mes parents, bon, ils ont payé ma mère, c'est sa grand-mère qui a payé son billet. Mon père, il s'est payé son billet. Ça a été difficile. Elle a commencé femme de ménage. Mon père, il a commencé ouvrier ou maçon, je sais pas. Ça, c'était pas des rêves. Peut-être mon père, oui, mais ma mère, elle rêvait pas d'être femme de ménage. Est-ce que... et quelle partie de toi... Entre, tu as dit tu te sens afro-descendant, guadeloupéen, danseur. Quelle partie de toi t'a poussé à te dire « Ouais, je vais aller là-bas en Guadeloupe. Ouais, je vais construire quelque chose. » Et j'ajouterais, pour complémenter la question, est-ce que tu es tombé sur ces gars de profil qui t'ont reproché « Mais oui, toi, tu es de l'Hexagone. Comment est-ce que tu viens prétendre entreprendre ici ?»
est-ce que toi, tu es plus légitime que nous, locaux? T'as eu affaire à ce genre de situation? Alors, vu j'espère que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo, tout dépend de ta posture. D'accord. Ça dépend de ta posture. Certains ou certaines savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas venir te dire. Moi, je me suis toujours D'accord. positionné de façon à... C'est ta bouche, quelque part. Donc, assume ce que tu vas dire. Parce que si on juge maman, pas venir dire moi, ouais, t'es mal élevé. Parce que moi, je t'ai pas envoyé venir me fatiguer l'esprit. Quand je paye mon billet encore une fois, c'est pas toi qui payes. Donc, à aucun moment, je vais accepter ce genre de paroles. Ouais, tu n'es pas né là. J'entends par parabole. Oui, mon Guadeloupe, mon France. Hey, faites votre guéguerre entre vous. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas là-dedans, en fait. Et je le redis, le point de départ, c'est que je ne veux pas que l'histoire m'empêche de faire ce que j'ai à faire chez moi. C'est pas parce que ma mère est passée de la Guadeloupe à la France via le Bumidum, le système d'escrocs, que ça doit m'empêcher, moi, d'être légitime en tant que Guadeloupéen. Je ne suis pas Guadeloupéen parce que je vis sur un morceau de terre. Je suis Guadeloupéen parce que mes parents sont Guadeloupéens. Je suis Guadeloupéen, je le répète, parce que des fois, je l'entends. Moi, encore une fois, non. Parce que peut-être qu'aussi la manière que je le fais de façon tellement intègre. Je suis Guadeloupéen, que je vis en Alaska, ou en Afghanistan, ou au Mexique, ou au Japonais. Je suis Guadeloupéen, d'origine africaine, de nationalité française. Je suis avant tout un Guadeloupéen. Donc, peut-être c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tendance au pays de venir me dire « Ouais, papillon », ou c'est ceci, ou c'est cela, parce que je suis intègre à ce que je suis. Je suis un Guadeloupéen, donc quand je suis en France, je suis Guadeloupéen. Quand je suis en Guadeloupe, je suis Guadeloupéen. Peu importe où je suis un Guadeloupéen. Maintenant, mon rapport avec la France, c'est par rapport à l'histoire. C'est comme ça, je ne peux rien y faire. Si je parle français, ce n'est pas parce que j'avais envie, moi, de parler français. C'est parce que l'histoire a fait que je suis né ici, qui fait que c'était le langage qui se côtoyait et qui fait que j'ai appris à parler le français. Je ne suis même pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc, quand je parle français, si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Je suis composé de cette énergie française, de cette énergie guadeloupéenne, de cette énergie racine africaine, de cette énergie hip-hop. Tout ça, ça fait ma personne. Donc, ne vais pas me dire choisis, je ne choisis rien du tout. Je prends tout ce que j'ai pour être plus fort. Oui, le fait de vivre en France, il y a des choses que je comprends que toi, tu ne comprends pas, toi, là-bas. Là. Vu que tu es là-bas, là, tu ne comprends pas ce qui se passe sur le terre-terre de la maison mère. Moi, je comprends plein de choses. Ce qui me permet de me positionner de façon plus subtile, plus propre, moins bourrin, moins taureau, moins fonceur. Non, c'est avec intelligence. Quand je suis en Guadeloupe, j'analyse, j'essaie de comprendre ce qui se passe chez moi. Pourquoi aujourd'hui, il y a certains comportements et pas d'autres. Quand je suis dans le hip-hop, ah ok, à l'ancienne c'était ça, maintenant il y a le middle school, maintenant il y a le new school. Ok, ça, je mélange et ça fait papillon. Donc il n'y en a aucun d'entre eux, tu vas me dire, je suis plus que l'un que l'autre, à part guadeloupéen, parce que c'est comme ça, j'ai été éduqué à la guadeloupéenne. À la maison, tu rentres, tu ouvres la porte, t'es en Guadeloupe. Voilà, c'est tout. Mes parents, ils ont tenu à garder cette texture Guadeloupe, de marquer Guadeloupe partout avec la carte, avec le madras, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, de ce moment-là, je ne peux pas me revendiquer autre chose que ce que mon éducation et ma culture m'a été transmis. Fin. Laissez pas m'enfoncer dans le crâne autre chose. Ça ne rentrera pas. Et c'est parce que peut-être que les gens qui reçoivent cette phrase, eux-mêmes, peut-être ne sont pas persuadés de qui eux-mêmes ils sont. C'est vrai. Donc, ce qui fait que facilement, on les déroute. C'est vrai. Et tu rentres dans des conflits. Moi, je n'ai pas de conflit à avoir. Je n'ai pas de conflit parce que je l'affirme tellement haut et fort. Qu'est-ce que tu vas me dire le contraire? Et le verbe créole, ça a été un challenge ou ça a été instinctif? Tu pratiquais le créole? Alors, je ne parle pas forcément créole. Je le comprends super bien parce qu'à la maison, ça ne parlait pas français. Déjà pour commencer. Le français, c'était à l'école. À la maison, personne n'empêchait mon père de parler créole, ni ma mère. D'accord. Donc, vieux, nouveau, tout type de... Je comprends tout, d'accord? Et de temps en temps, oui, j'utilise quelques mots, j'utilise quelques phrases et tout ça. À mon grand regret, d'ailleurs, de ne pas assez insister sur la langue, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc là, je suis rentré en contact avec une association que je trouve très forte au pays, qui s'appelle KBM, Kao pour boire et manger. Leur objectif, c'est comment vivre de nous-mêmes, quoi, en gros. Trop bien. Voilà, sans se dire obligatoirement, si la France n'est pas là, on va mourir. Donc, on apprend
à connaître notre culture un peu plus profondément. C'est bien ça. Et je sais qu'il y a des cours de créole, donc je pense que je vais me prendre un petit peu plus la tête de temps en temps, en tout cas dès que je descends au pays, de prendre ce temps-là pour perfectionner mon créole, quoi, en tout cas. Et le cas alors, c'est quoi le cas pour toi? Alors, le gros cas, c'est notre culture. Le gros cas, c'est notre culture. Le cas, c'est l'instrument. C'est Oui. voilà, l'instrument de musique. Et pour moi, c'est tout simplement naturel, quoi. Quand j'ai connu le hip-hop, je ne me suis pas dit, tiens, je vais oublier le gros cas. Pour moi, c'est normal de fusionner les deux. Je fais du hip-hop K depuis toujours. La première fois que j'ai... Hip-hop K? Ouais, la première fois que j'ai fait du hip-hop K, c'était en 1996. Et on travaillait avec l'association. Alors, je me souviens pas dans l'ordre si c'est Force Antillaise ou Solidarité Antillaise. Soit c'était une association de... Non, c'était l'association de Tremblay. Donc, Solidarité Antillaise. C'est là qu'on a commencé à faire la première fois qu'on a commencé à danser notre hip-hop sur du gros cas. Oh, C'était en 1996. Hein. Je sais qu'une année, certains ont voulu me dire « Ah, tu n'as rien inventé ». Mais je me suis dit « Ben oui, j'ai rien inventé. C'est depuis 1996 je fais ça. » Parce que je suis en Guadeloupe que maintenant, ça veut dire que je découvre ça en Guadeloupe. Non, non, depuis 1996, à Tremblay, je faisais ça. Ensuite, j'ai travaillé avec l'association Force Antillaise de Clichy-sous-Bois, qui existe toujours. Donc voilà, mais oui. Donc naturellement, assez régulièrement, je vais à l'arrêt piétonne, hein, dès que je vais en Guadeloupe. oui. Et je vais exercer avec Akio, hein. Big up à Akio. Mm. Je vais exercer avec eux parce que eux, ils sont, comme dirait fidèles au poste, hein, tous les samedis. Tu as besoin de oui. parler à Akio, tu as besoin de... Tous les samedis, de midi à 14h30, ils sont au garde à vous sur la place, sur la rue piétonne, et ils jouent. Et moi, tout naturellement, je vais danser sur le cas, quoi. C'est en lien avec le cas des danseurs qui prennent leur identité en tant que danseurs, comme Cobra, Kai, BKF. C'est sûr, on doit revenir vite fait sur Alors, pour je ne sais quelle raison, mais après, au fur et à mesure du temps, de l'histoire, je commence à peut-être mettre des mots dessus. La lettre K a toujours été quelque chose de très fort pour moi. Ok. C'est tout simplement. J'ai toujours trouvé cette lettre imposante. Ces deux pieds, là. Mm. Je trouve que c'est une lettre imposante. Ok. Là, plus je commence à indirectement, parce que je ne cherche pas non plus à comprendre un peu mon histoire, le K2, le K2, je ne vais pas rentrer dans tous les grands mots et tout, mais voilà, le K existe dans beaucoup de choses. Et donc, Roka, Kémit, mon premier nom de danseur, c'est Kémi d'ailleurs. Ah bon? Mais pas Kémi parce que je connaissais aucune conscience de tout ce qui est travail autour de tout ce qui est panafricanisme ou afrodescendance. C'était juste parce que le mot Mickey, je l'ai mis à l'envers. Ah. Kémi. Ok, Kémi. Ok. Voilà. C'est juste pour ça que j'avais déjà ce nom assez fort, on va dire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai compris que voilà, mon chemin arrivé à un moment donné, c'était de rester dans la danse, rester dans la culture, rester dans cette dimension de transmission, mais en mettant un certain caractère quand même. Parce que sinon, à un moment donné, on te marche dessus, malgré tout. Ou on t'emmène vers des chemins que tu ne veux pas au nom de « faut vivre de ton art ». Donc, j'ai senti très rapidement que c'est d'être cas. Et au niveau de mes danseurs, tout naturellement, on va dire que nous avons différentes grosses équipes qui existent dans le milieu de la danse. Et il y a une équipe qui m'a inspiré, qui s'appelle les Wanted. Wanted Posse. Et les Wanted Posse, ils ont, jusqu'à maintenant, ils ont tous dans leur nom un Yuxon. Voilà. Yuxon, Babison, voilà, et Mamson et tout ça. Donc je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, bon, nous, c'est vrai que la lettre K est quelque chose qui nous porte. Et en tout cas, je le transmets dans ce sens-là. Donc voilà, trouvons tous un nom qui commence par K. Pour peut-être clôturer l'arc de Papillon avec la Guadeloupe, est-ce que tu pourrais nous résumer concrètement les actions que tu as pu établir là-bas en Guadeloupe et dans quel registre? L'enseignement. D'accord. L'enseignement, mais pas à travers des cours de danse, à travers des projets socioculturels en collaboration avec les centres sociaux, la préfecture Guadeloupe et la CAF. C'est les structures avec qui je travaille pour la plupart du temps. Et là où j'ai poussé vraiment à partir de 2021, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on a eu des opportunités d'avoir des fonds publics, on a commencé et ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est à travers la préfecture
que j'ai vu les choses en préfecture Guadeloupe, que j'ai vu autre chose et autrement cette dimension aller chercher des fonds. Parce que lorsque je suis arrivé, alors est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une opportunité? Je me suis retrouvé dans une dimension qui pour moi était logique, c'est-à-dire on m'a mis quelqu'un à disposition pour pouvoir nous accompagner réellement. Pas nous accompagner pour dire « Ah, le dossier n'est pas bon. Ah, le dossier n'est pas bon. Il manque une pièce. » Et fatiguer le cerveau des gens. Nous accompagner pour que le projet qu'on propose vive. Donc, voilà les pièces qui manquent. Et ils nous accompagnent jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça existe. C'est pas uniquement jouer la façade de l'employé et merci, au revoir. Non. C'est comme ça que j'ai commencé déjà à adoucir, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je l'ai adouci parce que, effectivement, j'avais déjà pris conscience que c'est des fonds publics, déjà. Mais deux, parce que j'ai eu cette opportunité qui m'a encore assagi, parce que, effectivement, c'est comme ça que je voyais les choses. C'est votre taf, au fait. Nous, à la base, on est des artistes, on est des passionnés. On n'est pas censé monter des dossiers déjà. Déjà, vous êtes en train de fatiguer l'esprit des gens. On fait déjà la moitié de ton travail, que tu le veuilles ou non. Non, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, en plus, déjà, on a déjà fait ton taf, là. Mais en plus, quand j'arrive, au lieu de rajouter ce qui manque, tu me fatigues. Donc, j'étais déjà dans cet esprit parce que j'avais testé un petit peu avant 2021, ça m'avait saoulé. Et quand je suis tombé sur ça, je me dis, voilà, enfin, une structure qui veut vraiment travailler avec son peuple, qui veut vraiment comprendre comment faire les choses pour aller jusqu'au bout d'un projet. Big up à la sous-préfecture de Guadeloupe. Donc, la préfecture, et jusqu'à maintenant, j'ai une déléguée du préfet, ça s'appelle. Et voilà, dès que j'ai un besoin, j'ai un conseil, j'ai un truc concret, elle me conseille concrètement. C'est pas un qui dit, moi, non, c'est pas bon. Et voilà, il faut faire comme ça. C'est ton dossier, il manque ceci, je te soutiens. Et des fois, je la remercie tellement de fois, elle me dit, mais c'est normal, c'est mon travail. Mais je fais, excuse-moi, moi, tous ceux que j'ai rencontrés chez Yopati, et ils sont pas dans cette bienveillance du tout. Ils sont pas dans cette logique du tout. Ils sont juste là pour faire un taf, prendre une paye et merci, au revoir. Donc, je suis obligé de te remercier 1000 fois, à chaque fois. Donc, petite question humour. La préfecture de Guadeloupe, hip-hop ou non? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont, on va dire, sont globales dans leur volonté. Ça veut dire qu'un acteur qui vient proposer un projet, ils suivent, je pense. Alors, moi, de mon expertise, je ne peux pas dire hip-hop, je peux dire juste, vu que c'est plus dans le service cohésion sociale, que je soutiens vraiment la population guadeloupéenne. Tout ce qui est alors je peux pas être aussi général, je peux juste dire que il y a une manière de faire qui permet d'avoir une autre écoute plus concrète pour pouvoir faire avancer un certain nombre de dossiers. Me concernant, rien à dire. Ça se passe bien. Après, j'ai aussi eu des refus, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est moi, pour le coup, qui n'ai pas voulu aller revenir dans le dossier et tout. J'ai fait, j'ai déjà réussi à avancer quand même. J'ai quand même réussi à marquer des points, à faire des choses. C'est pas grave si celui-là, il passe pas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas la fin du monde. Et vu que j'avais d'autres choses sur le feu, je me suis dit, je me calme. En général, c'est plus parce que j'ai autre chose. Je me dis, je peux pas être partout avec mon équipe, donc tranquille. Donc ça, c'est pour l'enseignement. Mais l'enseignement, de façon culture et sociale. Après, création chorégraphique. Ma première création chorégraphique, je l'ai fait en 2010, ça s'appelait La Rencontre. C'est là que j'ai rencontré les premiers acteurs professionnels, donc notamment Claude Cuavué, qui d'ailleurs est l'un des premiers organisateurs d'événements hip-hop dans le 93, qui s'appelle Jimmy de son nom de gars du mouvement, et Raymond Thorin. Mais le Jimmy dont tu parles, ça veut dire qu'il a quel âge là? D'avoir la soixantaine. Ouais. Je crois qu'on l'avait vu sur un reportage. Faites effort. D'accord. C'était ça, 83, je crois. La Courneuve, là? Ouais. C'est lui? Ouais. D'accord. Oh là là! Ah oui! J'en ai la chair de poule. Ok. Ouais, c'est lui. Et Raymond Thorin, une actrice assez forte aussi dans de certains noms qui portent les valeurs du Roca et de la culture guadeloupéenne. Et qui est aussi a toute une énergie autour du modern jazz. Donc ça s'appelle Kamod Jaka parce que c'est une histoire entre le gros cas et le côté moderne. Donc c'est vraiment ces deux acteurs que j'ai rencontrés et un élève que j'avais eu il y a quelques années de ça qui à l'époque en tout cas avait déménagé en Guadeloupe en tant que métis guadeloupéen. Voilà, ils étaient trois et qui est Tarzan, Michael et Tarzan.
Donc, c'est avec eux que j'ai fait ma première création. J'ai poussé mon premier projet créatif. Donc, ça, c'est enseignement, séjour. Après, il y a une dimension aussi d'action autour des séjours, notamment des séjours que j'appelle d'immersion, pour prendre des jeunes. Alors, ça a commencé avant tout avec des jeunes de France que j'ai emmenés en Guadeloupe pour rencontrer des jeunes Guadeloupéens et vivre avec eux pendant le temps du séjour, hein, pour apprendre à connaître mieux les choses. Et au fur et à mesure, là, pour le moment, j'ai mis un petit stand-by sur le séjour France vers... alors, quand je dis stand-by, sur la dimension bootcamp. Après, je continue à le faire avec les élites qui vont plus rencontrer les acteurs sur le terrain et tourner dans la Guadeloupe. On est plus passé dans cette dimension-là. Sinon, le côté séjour, immersion, maintenant, c'est plus avec les jeunes Guadeloupéens. Juste une petite précision. Quand tu dis tourner dans la Guadeloupe, c'est faire des représentations dans l'ensemble de la Guadeloupe. D'accord. Ouais. Vu qu'à travers le festival Transcendance, nous avons ouvert quand même un réseau assez grand au niveau monde du spectacle. En tout cas, pour les salles que nous avons en Guadeloupe qui permettent donc, ce qui fait que je suis dans la vision de la diffusion hip-hop, pas la diffusion artistique, j'ai envie de dire, si je veux dire ça comme ça, dans le sens où c'est une culture de rue. Donc, à partir du moment où c'est une culture de rue, je ne me prends pas la tête sur tout et n'importe quoi au nom de... Dans la dimension de l'art, logiquement, j'aurais dû avoir. Je me dis juste que l'idée, c'est de diffuser le message, d'avoir un public devant, avoir un sono et on y va. Voilà. Ouais. Et après, bien sûr, si je peux avoir un théâtre, je prendrai un théâtre. Hein, mais c'est pas mon plus grand kiff, quoi, de me dire « Ah ouais, mais non, en tant qu'artiste, il faut absolument que... » Non, c'est pas mon besoin. Alors maintenant, ceux qui le font, faites-le, hein. Mais c'est pas mon... Alors, si tu veux, je me permets de dire ça des fois parce que si je continue à vivre de mon art, c'est parce que j'ai su, tu vois, composer avec plein de choses différentes et pas rester focus sur les conventions collectives ou les versions de... Non. Voilà, j'ai su m'adapter par rapport à la tarification, j'ai su m'adapter par rapport aux adhérents, j'ai su m'adapter par rapport à un certain nombre de choses qui me permet jusqu'à aujourd'hui de continuer à vivre de mon art. Voilà. Mais là, tu évoques tu viens de citer une phrase qui est récurrente chez nous, chez The Night Media, vivre de son art. Papillon, qu'est-ce que ça te fait de te lever chaque matin et de vivre de ce qui te passionne, de ce qui te fait... Qu'est-ce que ça me fait? Tu vois, je kiffe. Voilà. Moi, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu parce que déjà, je me lève quand je veux. Ça va commencer. Parce qu'en tant que prof, les cours, c'est pas le matin, déjà, pour commencer. Mais de toute façon, je suis pas lève-tard. Donc, je me lève tôt. Même si j'ai pas de... Voilà. Et je kiffe parce qu'effectivement, la gestion de mon temps, c'est moi qui ai décidé de comment le placer. Donc, mes journées, c'est des rendez-vous, c'est des réflexions par rapport au collectif, c'est des interviews, c'est pas mal de choses jusqu'à ce que le soir, ça arrive, je donne mes cours, quoi, en fait. Donc, j'ai vraiment un créneau, une plage horaire énorme pour faire pas mal de choses. Si demain, allez, je vais devenir un mercenaire de l'enseignement et remplir mes poches multipliées par 10, je commence à donner des cours à 10h du matin dans le milieu scolaire et je finis le soir à 21h. Tous les jours. Tout à fait possible. Et là, financièrement, je suis plus que bien. De par mon CV, de par mon expertise, de par mon expérience, laisse tomber. Bon. Sauf que non, ça ne m'intéresse pas. Mes cours du soir me vont très bien. Mon intermittence me va très bien. Ça m'apporte une certaine somme qui me donne une stabilité, qui me permet de répondre à mes besoins, de répondre aux besoins de ma famille, de mon entourage si besoin. C'est tout. Voilà. Mais je sais très bien que si j'ai des besoins extrêmes de monter le flouze, je sais quoi faire. Quoi. J'ai pas de problème avec ça. Quoi. En fait, des profils des personnes qui se lèvent en faisant ce qu'elles aiment par rapport aux personnes qui sont là par nécessité. Ouais, limite, c'est une obligation. Ah ouais, mais si je fais ça, mon frigo il est vide. Si je le fais pas... Je crois qu'en vrai de vrai, je m'en moque, au fait. Je suis tellement bien dans mon délire. T'as pas le temps de regarder, en fait. Je te jure. Oui. Je te jure. Tu sais,
pour beaucoup de situations, je prends du temps de critiquer tout ça, parce que j'ai envie de le faire, parce que je me donne le temps de le faire, mais certainement pas parce que je ne fais pas, par exemple. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que non, j'ai même pas le temps de regarder si la personne est bien, pas bien, si elle a envie, pas envie. Je pars du principe que on est arrivé à un certain niveau de vie où il faut tout simplement aller vers de l'avant. Et si tu as besoin de quelque chose, tu viens le demander. C'est tout. Moi, je ne suis pas fermé à quoi que ce soit. Ça veut dire que ceux de ma famille, ils savent. Ceux de mon entourage le plus proche, ils savent. Après, les autres qui pensent ce qu'ils veulent de moi, je m'en moque. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il sait que s'il demande à Papillon, je ne dirai jamais non. À moins si tu me sors une demande qui sort du fin fond de je ne vois pas l'utilité. Mais sinon, je suis volontaire. Tu veux savoir comment vivre de la danse? Frère, viens, on va discuter. On va discuter. Venez, je vous donne toutes les astuces, toutes les clés. Il faut réussir à faire ça parce que c'est une émancipation énorme. C'est pas uniquement vivre de son art. Attention. Le fait de vivre de son art, c'est une émancipation, une liberté que tu t'octroies à toi-même. Parce que c'est marqué liberté, fraternité, tout ce que tu veux. Mais ça, il faut aller le chercher. C'est une phrase qu'on ne te donne pas, qu'il faut aller chercher et le récupérer et faire ce que tu as à faire avec. Tu dois construire ta liberté, tu dois construire ton bien-être, tu dois construire tout ce que tu as besoin pour être fort. On ne va pas te le donner. Ce n'est pas l'objectif. Si on te le donne, à un moment donné, on peut plus t'exploiter. Hein. Totalement d'accord. C'est totalement différent de la notion de liberté. Parce que la liberté, ça peut être ce qu'on te fait croire. Et c'est pas forcément une définition, mais l'émancipation, c'est vraiment tendre vers le plus large possible et le plus large de la liberté. Mais avec ton interprétation, avec ton identité, avec tous tes bagages. En fait, est-ce que c'est pas l'expérimentation, justement? La définition de liberté dont tu parles, est-ce qu'elle n'est pas théorique par rapport... Et la vision de liberté dont Papillon parle n'est pas plutôt liée à l'expérimentation? C'est-à-dire il a déjà navigué sur ces eaux, donc il sait pourquoi est-ce qu'il utilise ces termes, contrairement à d'autres qui c'est pour ça. pensent la liberté. En fait, il n'y a pas de liberté tout seul. Il y a vraiment émancipation pour être libre. Tu ne peux pas, en fait, juste... les esclaves, les gens qui sont enchaînés, ils te disent pas oui, moi je rêve de liberté. Ouais, mais il y a une émancipation. Ça commence par une pensée, une action de dire une pensée, tout à voilà, je fait, vais l'action qui va avec. casser ça, même si ça se casse et que j'ai encore des chaînes, je vais courir, et c'est ça en fait. La liberté, c'est vrai que c'est du théorique dans le monde ici là terrestre. Parfois, on nous fait miroiter une liberté qui n'est pas liberté et on s'attache que à liberté, pas à émancipation. Dans émancipation, il y a action. Bon, je vais faire un vieux jeu de mots, émancipation. Mais bon, voilà, c'est super inspirant ce que tu as dit. Juste ce mot-là, émancipation. C'est un mot que c'est la première fois que je l'entends dans toutes les interviews qu'on a. Émancipation, oui. Il a tellement de signification et de poids, en fait, dans ce que tu es et de ce que moi, j'aimerais être, tu vois. Alors, c'est vrai que là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce que je suis aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est tombé du ciel. Je m'explique, quand je dis ça, c'est dans le sens où, à partir du moment que j'ai compris l'essentiel de ce mouvement hip-hop, j'ai compris que c'est un mouvement qui s'est inspiré de beaucoup de choses pour exister et pour faire avancer pas mal de choses. Donc, c'est un principe pour moi qui a été naturel de me dire, quand je regarde quelque chose, je me dis, si lui, il y arrive, c'est que c'est possible. Donc, ce que j'aspire et j'espère pouvoir faire au fur et à mesure des années, c'est d'inspirer d'autres personnes aussi. Si Papillon a réussi, c'est pas un dieu, c'est pas un extraterrestre, c'est qu'il s'est donné les moyens. Quand moi, je regarde vers certains pays, c'est pas pour baver sur eux, pour me dire, il a 2 bras, il a 2 jambes. Ok, culture différente, ok, tradition différente, ok, d'autres origines, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, on est différents, il n'y a pas de problème. On est juste des êtres humains, mais on est différents, qu'on le veuille ou non. Ok, ta culture, machin, et tout, t'emmène des choses qui fait que
C'est cette différence qui, quand tu es intelligent, devient une force au lieu de créer des guerres bêtement. Cependant, avant tout, je vois un être humain avec 2 bras, 2 jambes, mais qui a réussi à faire quelque chose. C'est tout. Donc, il faut dire, waouh, moi aussi, je vais réussir. Après, je ne suis pas quelqu'un à me dire, je vais vouloir rouler en grosse voiture ou des espèces d'objectifs qui, à la finale, moi-même, va faire qu'à la finale, je vais être déçu. Je vise des choses qui sont accessibles et humainement correctes. Après, le reste, avoir gros l'argent, avoir un gros billet, avoir gros salaire, machin. Non, non, j'ai juste un salaire qui me convient à pouvoir faire ce que je veux faire, quand je veux faire, au moment que je dois le faire. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, demain, si encore une fois, j'ai un 10 000 E. Mais tout dépend d'où il vient en plus. Parce que demain, on m'appelle, on me dit, Babillon, on te pose 10 000 E, mais pour aller faire un truc de ouf. Je lui dis de fourrer ces 10 000 E quelque part. Hein. Non, non, parce qu'on vit quand même dans un monde de mercenaires, en vrai. Tu sais, on est hip-hop. Mais si tu épluches un petit peu, certains, ils vont loin, hein, pour pouvoir vivre de leur art. Aïe, aïe, aïe. Ah non, au nom de c'est l'artistique. Oui, c'est l'artistique. Oui, c'est l'artistique. Oui, c'est l'artistique. Oui, c'est l'artistique. Je te suis. C'est artistique. Mais en tout cas, je ne veux pas aller, moi. Donc après, il y a tellement de choses. Et les gens se prennent la tête sur tout et n'importe quoi. Les gens aiment trop se prendre la tête sur tout et n'importe quoi. Sur des principes qui n'existent plus. Sur des... si je devais gommer, moi, au nom du hip-hop, quand je vois, il y a trop de trucs qui se sont déformés et que maintenant c'est devenu la norme, je ne sais pas quoi. Je serais tous les jours en train de me taper. Mais à aucun moment j'ai dit je suis le défenseur ou l'ambassadeur du hip-hop au point d'aller. Fais ce que tu as à faire. Tu veux monter diplôme, monte diplôme. Tu ne veux pas monter diplôme, monte pas de diplôme. Parce qu'en plus, pour revenir vite fait à ce point, j'estime qu'il y a des choses qui socialement ont été oubliées. Donc quand j'entends certains parler de valeur hip-hop, du 1er janvier au 31 décembre, alors que ne serait-ce le rapport avec l'argent est totalement pourri dans la manière de l'utiliser, je dis, les frérots, on se connaît, mais à un moment donné, arrêtez les gars. Arrêtez. Si on parle de valeur, redescendant au point de départ. Je vois totalement le côté social de la démarche. Écoute-moi bien, social. Quand ce n'est pas accessible à tous et notamment à nos gens qui, eux, ont moins de moyens. À quel moment tu es dans une démarche sociale? Ouais. C'est un mouvement culturel, c'est pas censé être the truc place to be à 50 € la place. Fuck. Non. Après, je sais que certains, ils sont dans une démarche, entre guillemets, très bling-bling, mais à côté de ça, ils font aussi du social. Ils essaient de trouver un juste milieu. Mais il faut qu'on fasse attention à ça, au fait. On peut pas être là à vouloir jouer les justiciers de tout et n'importe quoi et à la finale... Est-ce que justement ce rapport à l'argent, c'est pas ce qui tue, ce qui est venu légèrement empoisonner le milieu de la danse? Et attention, je dis pas faut pas faire d'argent. C'est pas mon discours. Mon discours, c'est faisons attention à ce qu'on fait avec cette matière. Oui, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, et je suis le premier. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a 365 jours dans une année. Mais pourquoi dans ta vision la plus hip-hop, c'est avec tes frères et sœurs d'armes que tu as besoin de jouer le plus professionnel que personne et tu as besoin de... Genre, il n'y a pas cette structure dans toute la France pour pouvoir imposer ta façon de faire. Pourquoi tu penses qu'il y a des conflits entre nous du 1er janvier au 31 décembre sur un certain nombre de choses? C'est parce que le rapport avec l'argent, on n'a jamais su le poser simplement. Ah frérot, vas-y, t'inquiète, on s'arrange. Non, ça fait pas ça pour beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est pas normal, selon la législation du danseur. Qu'est-ce que tu me racontes? Nanana. Ça, tu fais ça avec quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle, qui fait pas partie du mouvement. Parce que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient avec un autre état d'esprit. Donc, il faut lui faire comprendre un certain nombre de choses. Mais entre nous, redescendez les gars. Après, si tu vis, toi, en tant qu'artiste hip-hop, qu'à travers les mouvements et les événements de tes frères et sœurs, ça, c'est ton problème. Hein. C'est peut-être à partir de là que tu es obligé de devenir un procédurier, un mercenaire entre tes propres frères et sœurs. Et moi, à titre perso, non.
Quand je viens, c'est pour donner un coup de main. Si tu me dis il y a un billet, je le prends. Si tu me dis il n'y a pas de billet, je m'en fous, en fait. J'ai pas attendu ce truc-là pour payer ma facture et faire rentrer l'argent dans mon loyer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toute cette façon de se positionner qui fait qu'à la finale, on se prend la tête sur des sujets qui n'ont même pas lieu d'être. Techniquement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc forcément, il y aura des conflits. Mais normalement, ce n'est pas la parole que tu es censé parler de la tête des gens, à part si tu es rappeur. Là, je parlais danseurs. Tu as un problème avec quelqu'un. Viens, on règle les choses correctement. Pourquoi tu parles bêtement pendant des heures dans un live ou je sais pas quoi? Ben non, en fait, le hip-hop, il y a des moyens d'expression qui sont faits pour. Ou sinon, tu montes sur un ring et vous te tapez. Arrête de faire chier ton monde à vouloir faire des stories sur les... je sais pas, je comprends pas. Nos valeurs, ils sont passées où tu vois? Mais il y a tellement de choses qui fait que si tu devais rentrer en tant que justicier, mais tu sais, en vrai, tu bousilles tout le monde, au fait. Même ceux qui prétendent être les machins, tu les bousilles tous. Parce qu'à un moment donné, il y a une manière de se positionner qui n'est pas hip-hop. Désolé, c'est pas hip-hop. Donc moi, aujourd'hui, je suis pas là pour dire toi, parce que je m'en fous, au fait. Qu'est-ce que tu as à faire? Mais ça me fait rigoler lorsque j'entends la valeur hip-hop, les valeurs hip-hop, les valeurs du hip-hop. Je fais, ouais, papa. Vous êtes gonflés un peu quand même, les gars. Vous êtes un peu culottés quand même. Hein. Mais bon, c'est votre droit, vous avez une bouche. Il y en a qui sont morts pour le droit de parole, donc vas-y. Hein, si tu veux, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour moi. Ok. Avant de terminer, est-ce qu'on peut parler de Ferlien? Le lieu dans lequel nous sommes. Le lieu dans lequel nous tenons. Alors, effectivement, pour donner un peu plus l'actualité, parce que c'est vrai que j'ai parlé d'un global, d'un état d'esprit, d'un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de Paris en tout cas, parce que nous sommes sur 5 régions de France différentes, bon, voilà, c'est vrai qu'on entend toujours parler de Paris, ou la Guadeloupe maintenant, qui est un pôle très important dans le fonctionnement du collectif TKF. Donc avant de parler de Ferlien, je précise effectivement que nous avons une antenne du côté du centre Val-de-Loire. Nous avons une antenne vers la Nouvelle-Aquitaine et une antenne vers la Vendée. Donc, ce qui fait 5 antennes qui est drivée par moi-même en tant que directeur artistique et avec des équipes que j'ai sur place à chaque fois. Petite parenthèse, vous pouvez retrouver toutes ces antennes lors du festival TKF. Un festival qui en vaut vraiment le détour. Venez en famille, venez comme vous voulez, vous serez bien accueillis. C'est un très bon moment qui se tient sur 2 jours. C'est ça. Alors pour venir justement, le festival, je vais en parler. Donc là, nous sommes effectivement dans notre QG, hein, les espaces où nous utilisons assez régulièrement le lieu. C'est un tiers-lieu qui s'appelle Ferlien dans le 15e. Donc c'est là où on donne nos cours tous les lundis pour le cours du 15e parce que on propose des cours, en tout cas via moi-même, dans différentes villes d'Île-de-France et de France pour le coup, puisqu'on est à Châlons et on est à Vierzon. Et donc, ce qui fait que ce lieu, pour moi, c'est un lieu magique, simple, où les gens se croisent et font des choses ensemble. Et voilà, comme le nom est noté, c'est pour faire du lien. Donc, ce n'est pas un lieu hip-hop, hein, c'est un lieu qui accueille tout le monde. Et nous, on a trouvé place parce que nous, ça fait depuis 2006 qu'on est dans le 15e. D'accord, ah oui. Donc, à un moment donné, on voulait 19 ans. On voulait un espace où on puisse fonctionner le mieux que possible avec une certaine liberté aussi, pareil. Parce que ce n'est pas notre lieu, mais c'est un lieu qu'on peut avoir assez simplement. Donc, pour nous, c'était important. Financièrement, ça reste accessible parce qu'on est sur des lieux gérés par la CAF. Donc, vu que nous, on fonctionne avec les jeunes et tout ça, donc ça nous permet d'avoir accessibilité à des tarifs défiant toute concurrence. Et le programme de l'année du collectif TKF, à travers cette antenne et le cœur qui est ici, c'est pour la saison qui arrive, justement, 2025-2026, nous avons le 12 octobre le premier battle créé par nos jeunes, qui s'appelle Multiversus. Donc le 12 octobre. Quand tu dis créé par des jeunes, vous leur avez laissé carte blanche. Waouh! C'est à voir ça, c'est à vivre. C'est eux qui ont monté tout de HKZ, donc on est derrière en soutien par rapport aux besoins et tout, mais c'était, voilà, ils voulaient monter leur battle, leur événement, donc voilà, c'est le 12 octobre. Ensuite, techniquement, il y a les vacances de février, pas le week-end des vacances, mais le week-end d'avant, je crois que c'est le week-end du 14-15, en tout cas le week-end où il y a la Saint-Valentin. Voilà, c'est le festival TKF cette année, on l'a avancé.
On voulait l'avancer, le festival Tevaï. C'est le week-end de la Saint-Valentin. C'était en avril l'année dernière. Ouais, c'était en avril. Mm. Là, on l'a avancé parce que j'expliquerai juste après pourquoi. Et dernier événement qu'on fait, c'est notre spectacle de fin d'année au mois de juin. Depuis l'année dernière, on a décidé de faire plus qu'un simple retour aux sources en faisant des spectacles de rue. Mm. Donc là, dans le cadre du cours le lundi, on fait un spectacle de rue. Parce qu'on a besoin de faire un retour aux sources. En plus, on n'est pas loin de la Tour Eiffel, donc je les emmène. Trop bien. Et ensuite, le week-end qui suit, on fait le spectacle de fin d'année où on présente nos chorégraphies, tout ça. Il n'y aura pas de derby, là. Dans le cadre du festival cette année. D'accord. Festival des Cailles. Ouh là là, Parce qu'il y a le derby ça va après. tout ça, ça va tenir en 2 jours. Si tu veux, le derby, comme vous le savez, c'est géré par Dorian et moi-même. Mm. Mais une fois, c'est eux qui organisent, une fois, c'est nous qui organisons. Donc, pour nous, c'était plus cohérent de le faire rentrer dans le cadre du festival. C'est-à-dire, nous, le festival, c'est une journée spectacle, une journée compétition. 2025, nous avons fait pour le festival notre Battle Le Incognito. battle incognito, Oui. exactement. Voilà. Cette année, la compétition, c'est le derby. D'accord. Ouvert à tous, voilà. Pour le coup, c'est ouvert à tous. Et le samedi, c'est spectacle. Voilà, tout simplement. Chaque année, on voit... L'année d'avant, on avait accueilli le championnat interschool le dimanche. Cette année, on a fait notre concept incognito et concours chorégraphique. Et là, c'est le derby, donc battle et concours chorégraphique, mais réservé qu'à l'école TKF et l'école T2H. T2H. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, c'est tout. Hein. Principalement, on est là-dessus. Faire nos événements, donner nos cours, développer nos projets qui, cette année, au niveau de Paris, sont un peu plus réactifs que d'habitude au niveau des fonds publics. Et donc, on a déposé certains appels à projets et ça a été accepté. Donc, on a pas mal de choses à faire cette année de ce côté-là. Donc, voilà, on avance. Pour moi, le plus important, c'est pas avec qui tu collabores, c'est comment tu collabores. Ça veut dire que moi, j'ai pas de problème à travailler avec tout le monde ou même, on va dire, le système ou je sais pas quoi, tant qu'il me demande pas de faire autre chose que je sais faire. Moi, c'est ma manière. En plus, avec ma manière. C'est pas juste dire ils acceptent le hip-hop. Il faut qu'ils acceptent le hip-hop à la manière papillon. Voilà. Si c'est trop pour toi, on le fait pas. Parce que je t'ai pas attendu de toute façon pour faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est ça l'esprit hip-hop à la base. Donc, c'est vrai que si je dois mettre une petite touche finale, quand j'entends « Ouais, on nous a pas soutenus ». Et donc, on t'a pas soutenu, ça veut dire que t'es plus hip-hop. Tu peux plus faire tes affaires. Remettons en question peut-être. Si ta seule manière de vivre le hip-hop, c'est à travers un branchement intraveneuse de fonds publics, c'est peut-être un problème. C'est un plus, normalement. Mais si c'est que ça, frérot... Et une autre question. Imaginons, je suis un jeune garçon, une jeune fille. Je suis tombé sur des vidéos de l'association TKF. Mais je n'ai pas les moyens financiers. Mais j'aimerais y aller. Est-ce que, par exemple, le TKF, vous acceptez des passes culture? Alors, on est en train de faire le nécessaire, justement, pour qu'on puisse aller vers ces chemins-là. Après, je ne vais pas te mentir que si on ne nous en parle pas, on ne trouve pas de solution, simplement. On trouvera toujours une solution. D'accord. J'ai toujours refusé que, justement, les finances puissent être un frein à pouvoir faire du hip-hop avec nous. On va trouver une solution. Même si c'est en 10 fois, c'est pas grave. C'est ce que je veux dire, mais on va trouver une solution. Il n'y a pas de parce que j'avais pas d'argent. Non, on va trouver une solution. Ou échange de bons procédés. On va trouver une solution. Voilà, on trouvera une solution, mais pour moi, faut pas que l'argent soit un frein à notre connexion. Donc la jeunesse, vous avez entendu. TKF, allez-y, à fond. Donc effectivement, nous donnons des cours dans le 15e, l'espace Ferlien. Le mardi, nous sommes très loin, donc c'est plus pour ceux de Vierzon. Le mercredi et jeudi, Saint-Germain-en-Laye, à la clé. Le vendredi, cours ado-adulte, hype, à l'association Vénère. Voilà. Aulnay-sous-Bois 93. À l'association Vénère, Aulnay-sous-Bois. Venez nombreux et en plus, vous retrouverez certaines personnes. Donc l'idée, c'est, voilà, et après, au fur et à mesure des saisons, on travaille avec d'autres communes, d'autres villes, hein, mais plus sur des projets ponctuels. Ce n'est pas forcément des cours, c'est des encadrements pédagogiques et éducatifs qu'on fait au sein des écoles ou au sein des associations. Et c'est des choses plus ponctuelles, quoi.
Voilà. Moi, je pense qu'il faudra une partie 2. Parce qu'on n'est pas rentré dans tous les sujets, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de... C'est un grand navigateur quand même qu'on a eu, un capitaine ad hoc du hip-hop. Donc, Papillon, vraiment, merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour ce passage, beaucoup. Merci pour ces différents témoignages dont l'essence est c'est super encourageant. Je pense que j'espère que beaucoup puiseront l'énergie qui en découle. Moi, je dis, inspirez-vous les gens. Moi, je peux pas être parmi, j'ai inventé ou je sais pas quoi. J'ai apporté une sauce, j'ai apporté une originalité, il n'y a pas de souci. Mais là, le sujet, c'est que on est en 2025. Inspirez-vous. Ne restez pas fermés sur vous-même. En un clic, vous savez aller regarder tout et n'importe quoi sur votre téléphone, les gens. Faites la même chose pour pouvoir vous trouver des gens inspirants. Si quelqu'un veut des conseils, je suis partant pour donner tous les conseils possibles et imaginables. Moi, je suis... Il n'y a rien qui est à moi par définition. À moi, je donne. Je donne tout ce qu'il y a à donner. Voilà, je donne ce qu'il y a à donner. Maintenant, si tu viens comme un voleur, le prendre et partir, c'est autre chose. Maintenant, 06 26 41 12 59. Je répète, 06 26 41 12 59. Vous m'appelez et on discute. Et on discute soit pour la danse, soit pour autre chose. Parce que c'est un projet de vie, le hip-hop. Hein. C'est pas uniquement... Il y en a beaucoup qui sont passés dans la familia TKF et qui ne sont pas venus danseurs. Et qui sont revenus nous dire merci parce que la discipline, la rigueur et la passion qu'on partage à travers TKF les a soutenus, les a accompagnés dans leur projet d'aujourd'hui. Moi, ça me va. Ça me va très bien. D'accord. Voilà, la disponibilité de Papillon. C'est pas donné à tout le monde. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous pour l'invitation. Merci. C'est normal, c'est le cœur. Ça fait du bien aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Likez, abonnez-vous.